quatrième, cinquième, sixième volet, je sais plus, de notre série sur les intestins, ce continent inconnu. Vous avez vu les deux premières parties pour vraiment introduire le fonctionnement intestinal et ses aberrations de fonctionnement. Ensuite, pour parler finalement de cette immense quantité de bactéries qui nous habitent, et on va encore en reparler aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une question-réponse spéciale intestin que je vous avais diffusée. Je continue immédiatement. Il va y avoir la suite des questions-réponses dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais d'abord, je voulais commencer par, entre guillemets, la méthode. La méthode pour guérir des intestins. Alors attention, la méthode, ça peut paraître extrêmement prétentieux, ça l'est d'ailleurs. C'est la méthode que, après moultes expérimentations, réflexions, recherches, je pourrais vous recommander maintenant. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, et comme je vous ai dit, au niveau des intestins, il y a beaucoup d'approches qui sont promues, et certaines me semblent très peu adaptées. Par exemple, j'ai dit ce que je pensais des probiotiques. Je le réaffirme dans la dernière vidéo, je n'ai peut-être pas été assez clair. Je pense que les probiotiques sont une formidable erreur. Sont une formidable erreur parce que les probiotiques sont une souche spécifique de bactéries adaptée à la normalité des individus. C'est-à-dire, pour moi, la normalité des individus a déjà un biotope intestinal pathogène, puisque ce biotope intestinal est en réponse directe avec son régime alimentaire. Il faut bien comprendre que c'est un petit peu comme quand vous avez un carré de terre. Quand vous avez un carré de terre, vous avez en dormance, comme on dit en dormance, c'est-à-dire en attente, des milliers de graines. Vous avez des milliers de graines dans ce carré de terre, et selon les conditions, certaines vont germer et vont donner des plantes, et d'autres non. Et il suffit de changer les conditions, et on va en avoir d'autres germer. Et il n'y a pas de nécessité d'apporter ces graines, elles sont déjà là. Eh bien, pour notre biote intestinal, notre biotope intestinal, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas tant d'apporter des choses de l'extérieur, mais plutôt de donner les conditions favorables qui vont faire que les bactéries amies vont ressurgir parce qu'elles sont déjà présentes. Et le problème, c'est que quand on les apporte de manière extérieure, on en apporte une quantité massive d'un certain type, et c'est, on va dire, même inconsciemment, idéologiquement orienté. On va en apporter un certain type qui est adapté à la norme des individus vivants actuellement. Or, pour moi, la norme des individus vivants actuellement ne vit pas selon un mode de vie physiologique. C'est pour ça que je déconseille fermement d'utiliser des probiotiques. Malgré toutes les recommandations, malgré les grands spécialistes, j'ai lu en long et en large, j'ai étudié les livres de Natasha Campbell. Il y a des choses très intéressantes dans ses ouvrages, je m'en suis largement inspiré. C'est quelqu'un qui a poussé loin la réflexion, sauf qu'il s'est arrêté à quelque chose, qui s'est arrêté au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'elle est revenue, elle a touché du doigt le fait que énormément de produits transformés à l'époque actuelle étaient délétères. Par contre, elle n'a pas remis en question tout un dogme qui est le dogme de l'agriculture, qui est le dogme de l'élevage. Tout ça, elle y reste vraiment bien attachée. Et pour moi, là, elle s'est fourvoyée. Il me semble qu'elle s'est fourvoyée dans ma pratique. Alors, je vous avais promis de vous parler de la méthode en pratique. Comment restaurer une muqueuse intestinale enflammée? Alors, vous l'avez compris, muqueuse intestinale enflammée, c'est lié à... Attendez, hop, je regarde là, j'ai pas le compteur, je ne sais pas où j'en suis. Hop, là, c'est où? Pip. Ah, c'est là. Voilà, parfait. Excusez-moi, je ne savais pas où j'en étais au niveau minutage, et comme ça coupe au bout d'une demi-heure, je voulais pas me faire surprendre. Donc, la méthode. J'ai prévu tous mes petits trucs, là, je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, on a parlé de muqueuse intestinale enflammée, constipée, congestionnée. Vous l'avez compris, c'est parce que c'est enflammé, parce que c'est congestionné, parce qu'il y a des dépôts à la surface, à l'intérieur de la paroi, parce qu'il y a des matières en putréfaction, et c'est pour toutes ces raisons que les intestins se déforment. C'est pour ces raisons que les intestins deviennent poreux et qu'une hyperperméabilité intestinale s'installe. Et donc le but, c'est à la fois, il va y avoir deux mouvements, nettoyer et guérir. Nettoyer et adoucir, guérir. Nettoyer, c'est éliminer,
tirer tous ces déchets et les rejeter à l'extérieur. Et adoucir, guérir, ça va être réduire l'inflammation. Et je dirais que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. C'est-à-dire que les deux mouvements doivent être conjoints. Parce que l'inflammation conduit à la congestion et la congestion conduit à l'inflammation, comme je l'ai montré, parce que pour réduire la congestion, on voit toute une flore pathogène se développer qui va elle-même produire des acides. Et l'inflammation crée elle-même la congestion parce que pour protéger contre l'inflammation, eh bien, il y a des dépôts de mucus qui se produisent et qui ralentissent le passage des selles, qui font que finalement il y a de la constipation qui s'installe et ainsi de suite. Et vous l'avez compris, diarrhée n'est pas égale à absence de constipation, au contraire, diarrhée égale obstruction plus, et on le verra dans le cadre des questions-réponses qui vont suivre cette première partie. Alors, on commence par la partie guérir. Guérir la muqueuse intestinale. Pour guérir la muqueuse intestinale, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, on va dire, apporter des matériaux qui vont être régénérants pour la muqueuse intestinale. Pour cela, eh bien, j'en connais quelques-uns. Matériaux régénérants pour la muqueuse intestinale. En priorité, la chlorophylle, le vert. Et c'est pour ça que je recommande autant les jus verts, les verdures, dans les personnes qui ont des inflammations intestinales. Non pas sous forme solide, parce que les fibres risquent d'être un petit peu irritantes. Même les fibres des feuilles vertes peuvent être un petit peu irritantes pour les intestins hyper enflammés. Et Dieu sait qu'on en trouve des hyper enflammés. Mais le jus d'épinard, le jus de salade, le jus de blette, le jus de mâche en hiver, le jus de mâche très mucilagineux, vous voyez qu'il est épais, le jus de plantes sauvages diverses, si vous avez de la mauve près de chez vous, le jus de mauve extraordinaire, le jus d'ortie, le jus de céleri branche très reminéralisant, pas particulièrement actif sur les intestins mais très intéressant aussi. À quoi je pourrais penser? Donc le jus de toutes les salades, le jus de toutes les plantes sauvages, tout ce qui est vert contient de la chlorophylle. Alors, le fameux jus d'herbe de blé, bien sûr, peut-être un petit peu surévalué, mais bon, c'est vrai qu'il est très très concentré en chlorophylle. Le jus de luzerne, si on trouvait du jus de luzerne, bon, le goût est assez retors. Jus de luzerne extraordinaire. Donc tous les jus verts sont des pansements idéaux pour la muqueuse intestinale. C'est vraiment un paradigme pour moi, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie et je m'appuie tout le temps quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je ferais à sa place si j'étais dans la même situation que lui. Je lui dis jus vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Et plus. Il n'y a jamais trop de jus. J'utilise toujours la carotte en complément. La carotte est très adoucissante, elle favorise le transit intestinal. Une bonne formule intestinale, je la donne toujours, c'est pomme, carotte, épinard. Pomme, carotte, épinard. Les épinards favorisent aussi la progression des selles, le péristaltisme intestinal. Et là, vous avez un véritable pansement pour les intestins. Pomme, carotte, épinard. Et donc, vous pouvez faire ça, mais pendant des mois. Tant qu'il faudra. Pomme, carotte, épinard. Il faut rajouter de la mâche de temps en temps quand vous en avez. C'est mucilagineux, c'est doux. Un complément que j'aime beaucoup et que je vais vous montrer là maintenant, c'est quelqu'un que je respecte aussi beaucoup qui le fait. Je ne suis pas très complément, mais je sais que dans les cas d'inflammation, bien, ça peut valoir le coup d'en remettre plus au niveau chlorophyllien. Ou pour les gens qui voyagent, qui n'ont pas trop accès, je vous la montre parce qu'elle est d'excellente qualité. C'est l'herbe de blé en poudre, elle vient de Nouvelle-Zélande. Elle est bio bien sûr. Elle est distribuée par herbedevie.fr. En fait, c'est Nature et Partage. Nature et Partage, c'est l'association qui a été créée par Bernard Clavière. Bernard Clavière qui est on va dire, une référence pour moi, voilà le mot, une référence en matière de santé intestinale, d'hygiénisme tout court. Pour moi, on va dire c'est l'un des grands hygiénistes, si ce n'est le grand hygiéniste français actuel. Mais en tout cas, en termes d'hygiène intestinale, c'est lui qui développe les planches aussi colonnettes là dont on va parler tout à l'heure. Et donc il distribue cette herbe de blé que j'ai goûté, que j'ai testé en poudre et que je trouve de très bonne qualité. Et le parfum, je vous la montre, elle est très belle. Et puis surtout, elle a quelque chose. Elle a une poudre très fine
Le parfum est très agréable. Moi, j'arrive à la manger à la petite cuillère, comme ça, je la trouve très très agréable. Et donc, c'est un très bon complément. Et pour les personnes qui sont enflammées au niveau des intestins, ben moi, je la recommande. Je la recommande vraiment. J'en ai testé pas mal. Toutes les herbes de blé ou herbes de luzerne, quelque chose de très riche en chlorophylle, serait adapté. Celle-là, je la trouve de très bonne qualité au niveau du coût. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous tapez Nature et Partage ou herbedevie.fr. J'espère très rapidement, alors là je le dis en début de vidéo, c'est un ballon d'essai, mais j'espère que très rapidement il y aura des conditions préférentielles pour les personnes qui viennent de la part de Vivre Cru sur ces produits, comme sur la planche colonnette, comme sur le psyllium dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, attendez peut-être un petit peu, je vais vous en dire plus dans les prochaines semaines. Mais voilà, donc jus d'herbe, ça c'est absolument pas une nécessité, c'est utile. C'est utile, moi je trouve que c'est très puissant, mais voilà, ça peut faire un ajout, mais absolument pas nécessaire. Mais jus vert, le vert est le guérisseur de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce qui va être aussi extrêmement doux et extrêmement guérisseur pour la muqueuse intestinale? Eh bien tout ce qui est fruits doux, fruits mous, doux et mûrs. Alors typiquement on cite la banane, ben oui, la cure de banane est une bénédiction pour les intestins, vraiment. Une monodiète de banane pour les intestins, c'est une bénédiction. De banane extrêmement mûre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit noire, piquetée de noir largement, voire le plus mûr possible. Si vous pouvez les manger à la petite cuillère, c'est idéal. Pourquoi? Parce que la banane contient elle aussi des fibres extrêmement solubles qui sont très douces et qui vont à la fois nettoyer les intestins, qui vont adoucir cette muqueuse intestinale, qui vont vous apporter bien assez de sucre pour faire fonctionner votre corps, pour avoir un carburant. Et donc je dirais un régime de monodiète de banane, ou mieux moi je dirais, dans le cas vraiment d'une réhabilitation de la muqueuse intestinale, jus vert et banane. Ce n'est pas une monodiète, mais vraiment je pense que ça peut faire un effet assez extraordinaire. Et pour guérir la muqueuse intestinale, il n'y a rien de mieux que les fruits doux et mûrs et les jus verts. Parce que tout ce que vous allez prendre à côté, les céréales vont être acidifiantes, elles vont conduire à la pullulation du candida albicans, qui va produire lui-même des déchets acides, elles vont se déposer le long des parois, ce sont des cols. Les produits animaux conduisent à des putréfactions, surtout si vos intestins sont encombrés et qui ne les laissent pas passer de manière adéquate. Putréfaction égale biotope de putréfaction qui va se développer avec rejet des matériaux acides. Voilà, je ne vois pas trop d'autres ce que vous pourriez manger. Produits animaux exit, céréales exit. Il nous reste les fruits mûrs. Évitez peut-être les fruits trop acides au goût. Attention aux ananas, ils sont rarement mûrs comme il faut. Attention aux fruits pas mûrs, aux fruits exotiques pas mûrs. Allez vraiment vers les fruits locaux, bien mûrs, cueillir sur l'arbre. Les prunes, les figues. Les figues, faut voir pour certaines personnes, elles sont un tout petit peu irritantes à cause des petits pépins. Le raisin est très intéressant, la cure de raisin est très intéressante, mais attention, si vos intestins sont extrêmement enflammés, le raisin est un très gros nettoyeur et ça peut être trop, donc introduisez-le doucement. Les pépins, la peau du raisin peut être déjà trop irritante pour certaines personnes. Et puis pour certaines personnes, même les fruits, bon, rarement la banane est toujours supportée, mais même les fruits sont trop à ce moment-là. Eh bien, je vous encourage à faire pendant quelques jours une méga cure de jus. Parce que quand vos intestins sont tellement enflammés que plus rien ne passe, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste les jus. Et c'est tant mieux, parce que dans les jus, vous allez trouver tous les éléments nutritifs, tous les éléments guérisseurs que vous puissiez imaginer. Et avec ça, vous allez à la fois nettoyer votre muqueuse intestinale et la guérir. Surtout si vous faites toutes les techniques de nettoyage que l'on va décrire ensuite. Et à ce moment-là, vous aurez on va dire le pack idéal pour traiter vos intestins. Donc, si vos intestins sont tellement enflammés que rien d'autre ne passe que des jus, eh bien allez-y sur les jus. Le complément en air de blé est vraiment intéressant à ce moment-là, comme ça vous allez avoir une action vraiment augmentée en termes de régénération de la paroi intestinale. Pommes, carottes, épinards, un petit peu d'herbe de blé, vous tournez. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de betterave, ça sera pareil intéressant, ça travaille sur le foie, sur le sang, et c'est toujours bienvenu. Donc guérison égale vert. Guérison égale vert, guérison égale aussi tous les flavonoïdes, les bioflavonoïdes qu'on trouve dans les fruits. Guérison égale fruits et vert. Guérison égale fruits et vert. Ben, ça tombe bien, parce que c'est à peu près ce qu'on promeut dans ces vidéos. Quand on parle de régime frugivore, on parle de fruits et de verre. Ensuite,
on va parler, oui, en termes de guérison, je tiens aussi à le signaler, il n'est pas encore sorti, mais il va y avoir un mélange qui a été spécialement prévu pour ça, et qui est vraiment très intéressant en termes de plantes médicinales, parce que pour l'instant, on n'avait pas de mélange spécifique pour les cas inflammatoires, pour vraiment réduire l'inflammation rapidement, pour arrêter de souffrir. Alors ça travaille à la fois sur le terrain, mais c'est aussi en réponse directe. Alors un petit côté symptomatique, mais un petit côté symptomatique nécessaire pour diminuer cette inflammation et soulager les personnes. Et ce mélange, de mémoire, il va s'appeler Inflestin, inflammation intestinale, tout simplement. Vous savez qu'on doit jouer un petit peu avec les mots. Il sera disponible, je pense, mi-septembre. Il faudra surveiller ça sur le site d'ABC de la Nature. Inflestin qui va être un mélange vraiment spécifiquement pour toutes les inflammations intestinales et qui va être très puissant parce que je l'ai testé, je l'ai déjà testé en pré-série, on va dire, avant qu'il soit officiel. Je l'ai testé sur différentes personnes, avec différentes personnes à qui je l'ai proposé en leur disant voilà, moi si j'étais dans ton cas j'utiliserais ce mélange. Elles m'ont dit ah ben ça m'intéresse et j'aimerais bien faire l'essai, d'accord, alors je vais aller passer. Et elles ont témoigné vraiment d'une extraordinaire amélioration. Donc il y aura ce mélange, Inflestin, j'en reparlerai. Donc première phase, guérir, vous l'avez compris, des fruits, des jus, des plantes médicinales qui vont vraiment aider. Vous pouvez mettre un petit plus de verre si vous voulez. Deuxième phase, nettoyer. Alors là, pour nettoyer, eh bien, il va y avoir deux façons de faire. Il va y avoir la méthode par le haut et il va y avoir la méthode par le bas. Alors par le haut, ben, c'est tout simple. Le but, ça va être de tirer tous ces déchets qui encombrent les intestins. Alors pour tirer tous ces déchets qui encombrent les intestins, il n'y a rien de mieux que les plantes médicinales. Vraiment pour moi, pour ça, j'ai vraiment cherché longtemps parce que je voulais moi-même me nettoyer les intestins, parce que je sais que mes intestins sont en très mauvais état, je le vois en iridologie dans mes yeux, pour des raisons diverses liées à mon vécu. J'ai absolument pas ménagé mes intestins au cours de ma vie, et c'est peu de le dire, je crois même que je tiens la palme en termes d'agression sur mes intestins. Et donc il était nécessaire pour moi. Et c'est pour ça que j'ai cherché pour élaborer ce que j'ai appelé, hop, il est là, le balai intestinal. Et donc le balai intestinal, c'est vraiment un mélange dont le but est de littéralement sucer à partir du haut, on va dire dans toute la partie intestinale, depuis l'œsophage. Bon, dans l'estomac, il ne va pas avoir une action extrêmement importante. Par contre, à partir du moment où on passe le sphincter, eh bien, à ce moment-là, dans tout l'intestin, la partie supérieure des intestins, puis le côlon, eh bien, ce balai intestinal, consommé tous les jours, régulièrement, eh bien, va entraîner. Et ce qui fait qu'à chaque fois que vous irez à la selle, eh bien, vous entraînerez avec vous un petit peu de cette fameuse plaque mucoïde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plaque mucoïde? Ben, c'est cette plaque qui entoure les intestins. Alors je sais que c'est très décrié, on dit oui elle n'existe pas. Et là je vais vous faire un aveu, si tout se passe bien, vous allez la voir maintenant à l'écran, je regarde où on est au niveau timing, vous allez la voir maintenant à l'écran, parce que j'ai pris une photo, effectivement moi au bout de quelques temps de nettoyage intestinal tel que je vais les décrire, eh bien j'ai commencé à éliminer cette plaque, et donc en voilà un exemple. Ça ressemble à une membrane, littéralement, une membrane très élastique d'ailleurs, assez élastique, assez souple, et on voit vraiment que c'est composé de mucus solidifié, il y a des vieilles matières dedans, et donc ça se détache progressivement. Et c'est pour ça que je vais vous parler des lavements, je vais vous parler des irrigations aussi. Les lavements et les irrigations sont très très intéressants, mais pour moi, rien ne remplace la première des démarches. C'est-à-dire que les deux doivent venir conjointement. Mais la première des démarches, c'est balayer, c'est passer le coup de balai. Et pour passer le coup de balai, ben moi j'utilise deux produits. Le balai intestinal, qui est extraordinaire, vraiment, je suis très très content du résultat. J'ai déjà parlé de son utilisation. Attention, au niveau de nos intestins, nous avons énormément d'encombrement. Énormément d'encombrement, ça veut dire énormément de réactions dès lors que l'on commence à faire bouger ces encombrements. Et pas mal de personnes me disent, voilà, j'ai commencé à prendre le balai intestinal, et au niveau émotionnel, ça travaille. Ça travaille au niveau émotionnel. Ça travaille au niveau émotionnel. Donc il faut trouver la quantité, il ne faut pas que l'élimination soit trop rapide, à vous de doser. Je dis toujours, ben, vous avez des cuillères doses, ben, moi je commence toujours par une demi-cuillère, un quart de cuillère, et puis j'augmente progressivement, et je vois comment ça réagit, parce que vous êtes votre propre
prescripteur, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut connaître le bon rythme adapté pour ces nettoyages en fonction bien des nécessités de votre énergie du moment et ainsi de suite. Donc moi j'utilise le balai intestinal et alors ensuite ce que j'utilise et que j'aime énormément c'est le psyllium. Alors c'est pas n'importe quel psyllium, c'est ce qu'on appelle le tégument de psyllium blond. Là aussi c'est diffusé par Nature et Partage et par Bernard Clavière. J'y peux rien, entre guillemets, j'y peux rien. C'est pas de ma faute si c'est lui qui est le seul qui importe ce genre d'excellents produits sur la France. C'est le seul à s'y être intéressé. Donc le tégument, c'est l'enveloppe du psyllium. C'est quelque chose qui n'a aucune valeur alimentaire. Par contre, c'est la fibre la plus douce et que l'on puisse imaginer. Et donc, en ajoutant le balai intestinal et le psyllium, bien là vous avez un rôle de balai intestinal qui est extraordinaire. Le psyllium va augmenter la quantité de sel, donc va favoriser l'élimination par les intestins. Le balai intestinal va littéralement sucer les dépôts depuis les parois, va littéralement sucer les dépôts sur les parois. Et donc, ça c'est une démarche, c'est très intéressant le psyllium et le balai intestinal, parce que souvent on me dit, oui, alors pour les enfants, pour les personnes âgées, ben voilà, les personnes qui ne veulent pas se faire de lavement, voilà avec quoi vous pouvez avancer à long terme, on va dire. Et là, vous allez avoir de jour en jour un nettoyage très doux, mais qui va se faire régulièrement de votre muqueuse intestinale. Et vous allez voir que bon, mais le résultat ne va pas être aussi foudroyant que les lavements. Si vous ajoutez les lavements, alors là, le résultat va être beaucoup plus rapide, on va dire par certains côtés, mais parfois trop rapide, donc c'est pas une raison. Mais vous allez avoir un nettoyage qui va se faire, qui va s'effectuer. Et c'est ça le plus important pour moi. Ce nettoyage va se faire. Donc, le psyllium, mais comment ça se prend? Alors, le psyllium, vous verrez, il y a tout qui est indiqué sur la... Hop, excusez-moi, je gère ça comme je peux au niveau indication. Donc, ça se présente sous forme, bon, voilà, d'une... Je vous le montre là. J'espère que la mise au point se fera. Donc, c'est l'enveloppe du psyllium. On prend un verre d'eau. On en verse quelques cuillères, donc c'est bien indiqué, il faut y aller très progressivement. On commence par une cuillère à café, puis 2 cuillères, puis 3 cuillères, puis après une cuillère à soupe, 2, 3 cuillères à soupe, plusieurs fois par jour. Pensez bien qu'il faut beaucoup boire derrière, donc pas question que dans le verre ça fasse du ciment. Hein. Donc on met suffisamment d'eau de manière à ce que ça soit liquide. Et là par exemple, je vais vous faire une petite démonstration. Par exemple, je prends un verre, je mets une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, hop, un petit peu d'eau, pas mal d'eau, voilà, on touillafionne un petit peu, ça fait un peu comme du tapioca, vous savez, des petites lettres qu'on mettait dans le potage. Oh, j'ai vu un là. Et on laisse prendre comme ça un tout petit peu, et il faut que ça reste liquide, vous voyez là, ça reste liquide, c'est pas du ciment ce que j'ai dans le... Et donc là je vous le montre, voilà, ça fait quelque chose de avec du dépôt. Une fois que c'est prêt, le goût est extrêmement neutre. Alors des personnes m'ont posé la question, oui, on peut mettre, et de façon très bénéfique, moi je mets les plantes médicinales directement dedans. Quand je ne les mange pas comme ça à la petite cuillère, je les mets directement là-dedans. Le balai intestinal, le mélange pour les glandes endocrines, des choses comme ça. Je les mets directement là-dedans, ça se mélange très très bien. Et ça permet de tout prendre d'un seul coup. Mais le goût est très très neutre, hein, donc... Je dirais même que j'arrive à l'apprécier vraiment. Donc voilà, pour nettoyer par le haut, qu'est-ce que vous allez avoir? Le psyllium. Psyllium, donc je vous ai dit, diffusé par Nature et Partage, je mettrai le lien. Et puis bon voilà, on est en accord, j'espère qu'il va se créer avec eux. Et qui va nous permettre bon, voilà, d'avoir des conditions favorables pour les gens de vivre cru. Le balai intestinal, vraiment pour moi qui est un incontournable, vraiment incontournable. Pensez bien toujours de toute façon aussi quand on parle de la sphère intestinale, il y a le mélange intestin-estomac qui est vraiment intéressant aussi, mais là qui est plus lié aux personnes qui ont des troubles digestifs, donc pas assez de sucre digestif et qui ont des difficultés. Mais à ce moment-là, moi je le fais travailler avec... Hop, où est-ce qu'ils sont? Voilà, intestin-estomac. Moi je le prends toujours intestin-estomac avec le mélange pancréas aussi. Parce que pensez bien hein, que si vous avez des problèmes de digestion, c'est souvent aussi parce que le pancréas ne fonctionne plus. Pourquoi il ne produit plus assez de sucre pancréatique? Il y a une usure pancréatique qui est souvent liée alors là, au yo-yo avec la glycémie, on en a parlé. Le pancréas, de toute façon, il est lui-même congestionné. Quand on parle de digestion, il faut bien comprendre qu'on parle de toute la
de tous les intestins, c'est-à-dire depuis la bouche quasiment, qui est la terminaison des intestins. C'est pour ça que je dis chaque fois que quand vous avez une manifestation au niveau de la bouche, pensez bien que la bouche est un intestin. Et là, la sortie des intestins vers le milieu extérieur, on a la bouche et l'anus. Mais ce sont les deux sorties, les deux voies de sortie. Et ce qui se manifeste au niveau de l'anus ou au niveau de la bouche, enfin au niveau de la bouche ou au niveau de l'anus, excusez-moi, eh bien c'est aussi un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, vraiment, il faut l'avoir en conscience. Et donc, je pense toujours, bon ben, donc tous les intestins, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon, capsule anale et anus. Mais je pense aussi pancréas, qui joue un rôle extrêmement actif dans la digestion. Je pense foie, bien sûr, foie et vésicule biliaire. C'est pour ça que souvent, moi j'utilise le mélange pour le pancréas, le mélange diacol pour le foie, histoire d'avoir vraiment toute la sphère digestive, parce que la sphère digestive, c'est pas simplement les intestins, c'est pas simplement le pancréas, c'est pas simplement le foie, c'est pas simplement l'estomac, c'est tout ça. C'est tout ça qui travaille ensemble. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'organes qui travaillent de manière indépendante dans le corps humain. Ça, j'espère que vous l'avez compris au travers de ces vidéos. Mais ça n'existe pas. C'est une illusion. Il n'y a pas d'organes qui travaillent de manière indépendante. Donc, avec ce balai intestinal, avec ces plantes, avec ce psyllium, qui est vraiment extraordinaire. La découverte du psyllium, pour moi aussi, a été vraiment un plus dans le nettoyage intestinal. Et je vois vraiment la différence. Et encore, je suis à peine en train de monter en régime parce que j'y vais depuis pas mal de semaines, mais j'y vais très progressivement. Et donc, avec ces plantes-là, on va réaliser réellement un rôle de balai intestinal. Qu'est-ce qui va réaliser aussi un rôle de balai intestinal? Simplement les fruits que vous allez manger. Les fruits que vous allez manger, parce que leurs fibres sont douces, elles sont non agressives, parce qu'il y a à l'intérieur tous les principes actifs qui vont guérir la muqueuse intestinale. Je vous ai dit, tous les flavonoïdes qui vont guérir la muqueuse intestinale. Et donc les fruits sont vraiment aussi l'élément balai intestinal par excellence. Qui plus est, dans les fruits, vous avez tout le contenu en eau. Or, l'alimentation moderne est particulièrement déshydratée qui conduit à la constipation. C'est pour ça que je vous dis, la monodiète de banane pour les intestins, c'est parfait, parce que c'est très doux, mais ça réalise en tant que tel aussi un rôle de balai intestinal. La banane très mûre. C'est pour ça que je vous ai dit la formule jus vert plus banane pour des intestins extrêmement enflammés, plus les plantes, le psyllium et le balai intestinal. Vous avez la formule. Il n'y a rien d'autre à aller chercher. Ensuite, il va y avoir le nettoyage, on va dire, par le bas. Le nettoyage par le bas, eh bien, c'est laver le côlon, pas les intestins. On remonte très difficilement dans les intestins, en tout cas dans l'intestin grêle. Rares sont les personnes qui peuvent le faire, parce qu'il y a un sphincter entre les intestins et le côlon ascendant, qui ne s'ouvre pas facilement. Certains praticiens, soi-disant, l'ouvriraient. Je ne l'ai jamais vu, donc je n'y crois pas trop. Et de toute façon, il y a le psyllium et le balai intestinal qui déjà nettoient l'intestin grêle. Donc ne nous en inquiétons pas trop. Et par contre, favorisons l'élimination. Et donc là, pour ça, il va y avoir ce qu'on appelle la douche intestinale, qu'on appelle les lavements ou irrigation colonique. Bon, après avoir vu les techniques pour nettoyer par le haut et entraîner les déchets, et je vous dis, les deux techniques que je vais proposer par le haut et par le bas, eh bien, elles ne se substituent pas l'une à l'autre. Moi, je dirais que vraiment faire agir les deux en même temps, c'est là où vraiment on a une efficacité maximale et sur un certain temps. Alors c'est pour ça, quand je dis sur un certain temps, j'aime bien ce qu'on appelle les irrigations coloniques. Enfin, j'aime bien. Je pense que ça peut être une bonne chose, mais je mets quand même deux petits bémols. Le premier, c'est que bon, vu que c'est long et que ça coûte, le prix est tout à fait normal. On peut s'en faire irrégulièrement, et si on ne compte que là-dessus, je trouve ça beaucoup trop irrégulier. Et deuxièmement, c'est quand même une limitation que j'y ai vue. Allez, ça dépend vraiment de la qualité du praticien, mais il y a des moments où c'est pas bon de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est tendu au niveau des intestins, on est tendu au niveau du ventre, et c'est pas bon. Et si on le fait, et si on force à ce moment-là, ça va avoir un effet plus délétère qu'autre chose. Parce qu'il y a des temps pour la détoxination, et il y a des temps pour la régénération et pour le repos. Et parfois, eh bien, on se lance dans un processus de nettoyage. Moi, je vais je vais dire, ok, je vais me faire quelques lavements, puis voilà, je sens que ce jour-là, c'est pas ça. J'arrête immédiatement, aucun problème. Et ça, c'est l'avantage de le faire à la maison. Alors à la maison, regardez, on en a parlé abondamment dans la première partie, mais hop, on met ça. Hop, je tire mon kit. Donc ça, j'ai acheté ça sur le net. Je fais pas de pub, je sais pas où ça se trouve. Je crois que c'est sur Market Veg, Market M-A-R-K-E-T et Veg V-E-G.
Vous recevez une poche comme ça. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Là-dedans, vous avez une poche à suspendre. Vous avez un tuyau souple et vous avez, avec un robinet, et vous avez deux types de canules. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez. Alors, on me demande souvent à quelle hauteur. Bon, on le met, il faut que ça soit 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous le faites par exemple dans vos toilettes, hein, pour relâcher dans les toilettes, eh bien, vous le suspendez au mur, vous prenez un petit crochet au mur à 1 mètre, 1 mètre 50, vous mettez une serviette par terre, vous mettez, moi j'aime bien me mettre à 4 pattes par terre par exemple, ou coucher sur le côté, hein, on dit toujours sur le flanc droit, et pour aider à la circulation de l'eau, et vous faites couler de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas nécessaire d'enfoncer beaucoup la canule, et je dirais même au contraire, il est nécessaire de ne pas trop l'enfoncer, parce que si on l'enfonce trop, il y a un réflexe immédiat qui fait qu'on relâche tout de suite. Ensuite, sachez que lors des premiers lavements, le corps, au début, il n'est pas très habitué, et donc il rejette immédiatement, et il n'y a pas beaucoup d'eau qui va passer. Et ben, c'est comme ça, et c'est pas grave, on s'y fait très très bien, et ça vient très rapidement. Et au bout d'un certain temps, on est apte à retenir presque l'entièreté du contenu de ce boc à lavement. Donc je vais vous montrer, une fois qu'on fait rentrer l'eau progressivement, alors je vous conseille de faire rentrer l'eau progressivement, on peut faire des pauses, et après, qu'est-ce que je vous conseille de faire? On va faire un, hop là, hop, on va cadrer un peu plus, hop là, vous prenez une balle, ah ben j'ai pas prévu la balle de tennis, hop, attendez, je vais la chercher. Voilà. Vous prenez une balle de tennis. Alors, en sachant qu'on refait le trajet, hein, capsule anale, côlon descendant. Bon, là, je remonte parce que je le prends à l'envers. Côlon descendant, côlon transverse, côlon ascendant, avec l'appendice qui se trouve là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On aide à la progression de l'eau. Donc, moi, je prends une balle de tennis et j'appuie et je touille et je sens où est-ce que ça résiste. Et puis, je mets un peu d'eau. Puis, des fois, j'entends blitch. Là, je sens qu'il y a un petit nœud qui a lâché. Il y a un petit spasme qui a lâché. Il y a une petite contraction, vous vous souvenez, notre girafe fétiche là, eh bien voilà, on a fait lâcher quelque chose et l'eau elle a circulé, puis on va sentir que l'eau elle vient là. Alors n'en déplaise à beaucoup de personnes qui disent que l'eau remonte que dans le côlon descendant, je peux vous assurer qu'on va beaucoup plus loin que ça. On va dans le côlon transverse, voire dans le côlon ascendant, dans ce côlon là, parce qu'il suffit juste de savoir faire circuler l'eau et ça vient progressivement. Personne ne va vous l'apprendre, vous allez le sentir vous-même au fur et à mesure que vous allez le faire. C'est pour ça que j'aime autant cette notion de rentrer en intimité avec ses intestins. Apprendre à découvrir ce continent inconnu. Et comment apprendre à découvrir ce continent inconnu? Autrement qu'en le massant, qu'en le connaissant, jour après jour, en sentant les jours où ça va, les jours où ça va pas, les jours où c'est contracté, les jours où c'est décontracté. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous, encore une fois. Donc voilà, on masse, on masse, on masse, on masse, on masse, on masse, on masse. On peut rajouter un peu d'eau, on peut rajouter un peu d'eau. Hop, on remonte, cric, 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 cric. Et puis à un moment, on sent que c'est le moment pour relâcher. On se met sur les toilettes et on relâche. Je vais faire une toute petite pause et comme ça, je vais aller vous intercaler les images pour vous montrer maintenant comment on fait avec la fameuse planche, la planche à irrigation colonique. Donc la planche à irrigation colonique, c'est une planche qui est distribuée toujours pareil par nature et partage. Et là aussi, j'espère qu'on va avoir un contrat entre guillemets entre Régénère Vivre Cru et puis Nature et Partage. J'espère que ça va venir. En tout cas, il y a de la très bonne volonté des deux côtés pour permettre une meilleure diffusion de ces planches. Que je sais que ça peut paraître un investissement. C'est un investissement au départ, ça vaut dans les 300 et quelques euros. Encore, vous allez me dire, ouais, c'est le prix d'un juiceur. On peut trouver ça entre guillemets excessif par rapport à la planche qui n'est qu'en plastique. Oui, mais par contre, c'est un excellent plastique. Elle est très confortable, elle est très bien conçue. Pour l'instant, j'ai pas trouvé équivalent. Donc, Lisa, est-ce que je pourrais te mettre en contribution pour tenir la caméra, s'il te plaît? Super, je vais aller montrer un petit peu l'installation. Hop, on va se faire ça en live, comme ça on coupe pas, j'aurai pas à faire de montage. Hop, tiens, je te donne la caméra. Il suffit que tu me suives sur le petit écran. Ça marche? Ça marche. Super, bien. Yeah. Alors, on va aller voir l'installation à irrigation colonique. Alors, nous y sommes.
Est-ce que tu vois bien là? Tu vois bien l'installation? Alors, attends, voilà. Ok. Donc la planche en tant que telle, regarde, tu peux le prendre de large. Hein. Voilà, Je vais la monter. La planche en tant que telle, la voilà. C'est ce que vous recevez. Hein. C'est une planche. Alors, elle peut s'installer sur la lunette des toilettes, bien sûr. Alors, nous, comment on fonctionne avec des toilettes sèches, c'est pas la bonne idée. Donc, on l'a installé dans notre petit cabinet sur une poubelle noire. Une chaise de l'autre côté pour maintenir. Ensuite, un petit oreiller pour être confortable. Une petite serviette pour prendre soin de son petit dos. Tranquille. Et alors ensuite, regardez, un bidon installé, vous voyez à peu près 1 mètre hein, au-dessus, en considérant qu'on va se mettre sur le dos avec les jambes placées comme ça. Je ne vais pas vous faire la démonstration, mais si vous allez sur le site colon.net, colon.net, vous verrez toutes les images, donc c'est pas la peine que je refasse des images. Ensuite, bon voilà, moi j'ai fait un bidon avec une sortie, avec un petit robinet qu'on dit quart de tour, qui me permet d'ouvrir et de fermer, qui fait couler l'eau. Voilà, il n'y en avait plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une canule, hop, qu'on vient brancher là-dessus. Enfin, moi, je l'embranche là-dessus, comme ça. On place la canule dans ce trou, tout simplement. La canule, préalablement, on a mis de la graisse de coco. Enfin, moi, je mets de la graisse de coco dessus. On s'installe avec les pieds là, sur le dos, tranquillement, et la tête là. Et c'est parti pour une petite séance. Alors, l'avantage, c'est que comme vous le voyez, il y a 10 litres d'eau là-dedans. Donc ça fait à peu près l'équivalent de 5 lavements. Et donc ça permet d'une façon confortable. C'est un confort par rapport au lavement. Ça, je sais, peut-être que je m'avance beaucoup en disant que ça n'ajoute pas grand-chose. Parce que c'est vrai que la position est vraiment agréable sur le dos et ça permet vraiment de masser le ventre de manière adéquate. Mais bon, on fait très bien avec les lavements. C'est un confort en plus. Par contre, c'est vrai que si on a l'intention d'en faire régulièrement, bon, je trouve que c'est un très bon investissement. Parce que alors vraiment, ça ne bouge pas. Je peux vous dire parce que c'est un ami qui nous l'a revendu l'été dernier. Et au début, je l'ai acheté, je ne savais pas trop pourquoi. Et elle est restée dehors tout l'hiver. Parce que je ne m'y étais pas mis. Vous savez que quand on a des idées arrêtées, c'est un petit peu comme pour les jus. Hein, c'était pas naturel, tout ça. Voilà, la boîte à poux, elle fonctionnait à plein. Et puis un jour, saisi par la révélation, je me suis allongé là-dessus et j'ai expérimenté. Et j'ai vu. Et j'ai cru. Non, vraiment, ça m'a changé la vie. Ça m'a vraiment changé la vie. C'est pour ça que je suis aussi enthousiaste avec les lavements, avec cette planche, peu importe. Donc, si vous avez de quoi vous payer une planche, c'est fabuleux. Sinon, mais les lavements, c'est excellent. Et là, vraiment, c'est le coût d'une poche à lavement, c'est une vingtaine d'euros. Ça dure extrêmement longtemps, pareil. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est la méthode de nettoyage que je recommande par-dessus tout. Parce qu'on peut la faire régulièrement, parce qu'on peut la faire à son rythme. Parce qu'on peut sentir les jours où c'est bon ou c'est pas bon. On peut sentir quand c'est trop fort ou pas. Pensez bien, dans la 5e partie de la vidéo qui va venir dans quelques temps, qui s'appellera le deuxième cerveau, pensez bien, je l'ai déjà largement évoqué, à quel point finalement le fonctionnement et les émotions et les pensées sont liés aussi à l'état de notre tube digestif et de nos intestins. Et donc pensez bien que quand il y a des nettoyages qui se font, eh bien il y a des émotions qui remontent. Et c'est pour ça que être à même de réguler par soi-même la vitesse, le rythme, le jour, le bon moment auquel finalement on va commencer à se faire un nettoyage, mais ça me semble important. Parce que sinon, ça peut vraiment être vécu de façon intrusive. Donc, garder le contrôle, le faire à la maison, sentir quand c'est bon, rentrer toujours encore plus en intimité. Allez, maintenant on va embrayer sur le question-réponse. Je crois qu'on a toutes les informations. Ouais, on va embrayer sur le question-réponse. Bon, voilà, donc je pense que maintenant vous avez un petit peu tous les éléments du protocole. Hein. Je vous ai dit, au niveau du régime alimentaire, ce que je fais pour moi et qui me paraît le plus adapté quand les intestins sont enflammés, quand je suis confronté à ça, fruits doux, fruits extrêmement doux. Méfiez-vous aussi des fruits qui ont un aspect trop nettoyant, c'est-à-dire melon, pastèque. Attention pour les intestins, parce que ça va accélérer l'élimination. Alors bien sûr, ça peut être positif. Vous allez me dire, ça va accélérer l'élimination. Oui, mais trop, c'est trop. Et il n'y a pas... plus, c'est pas mieux. Plus, c'est mieux ou c'est moins bien, et ça dépend vraiment de ce que l'on peut vivre. Et c'est pour ça que je ne sais pas si ça vous a déjà effleuré. Par exemple, des fois on dit, ah ouais, mais si tu as de la diarrhée ou si tu as mal au ventre, prends du riz. Est-ce que ça vous a déjà effleuré? Pourquoi est-ce qu'on prenait du riz quand on a mal au ventre? Tout simplement parce que quand on a mal au ventre ou quand on a la diarrhée, c'est de l'élimination. Le corps cherche à évacuer des matériaux inappropriés. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend du riz?
on bloque toute forme d'élimination, parce que je peux vous assurer que pour digérer du riz, il faut énormément d'énergie. Qui plus est, c'est une colle qui va bien boucher tout. Et surtout, on ne laisse rien transparaître à l'intérieur, à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est de plus en plus... Voilà. C'est de plus en plus putride, c'est de plus en plus pestilentiel. L'intoxication et la congestion montent, la constipation monte. Mais à l'extérieur, tout va bien. Il n'y a rien qui ressort. Eh ben, titre personnel, je peux vous assurer que je me réjouis. Je me réjouis quand je vois quelqu'un qui sort de la matière en cathare. Ça me fait jubiler. Parce que je sais que tout ce qui sort, mais c'était déjà à l'intérieur et que ça avait besoin de sortir et que cette personne est en train de se nettoyer. Donc vraiment, il s'agit à chacun de trouver l'équilibre pour le nettoyage, mais n'ayez pas peur non plus des réactions de nettoyage. À chacun de trouver son bon équilibre. Et si par hasard les réactions de nettoyage au niveau des intestins venaient à s'emballer, plutôt que du riz, je vous recommande plutôt des légumes à la vapeur. Des carottes vapeur, des choses comme ça. Là, ça va déjà bien calmer l'élimination. Voire des pommes de terre vapeur qui sont là vraiment pour le coup un coup de frein à main à l'élimination. Mais j'irai pas faire plus que ça. Attendez, excusez-moi, encore là, j'ai pas mon compteur. Hop, c'est pas où j'en suis. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, des plantes par le haut pour pouvoir tirer tout ça, et les techniques des lavements avec le psyllium qui vont accélérer tout ça. Si vous voulez, vous avez les complexes de plantes qui vont aider vraiment à mobiliser les toxines, qui vont les faire sortir depuis les parois et depuis l'intérieur des parois, et qui vont les faire venir à l'intérieur du tube digestif. Parce que pensez bien que quand la congestion, quand l'intoxication, elle est dans les parois et la surface des parois, elle atteint aussi les organes qui sont limitrophes des intestins de toute cette zone-là. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une congestion et une toxémie qui se répand à tout l'organisme, aux reins, au surrénal, au foie, au pancréas. Et c'est pour ça que souvent on a aux ovaires, c'est pour ça que souvent on a ces zones qui sont touchées en premier. Ensuite, donc le balai intestinal, les différents mélanges vont permettre de mobiliser les toxines. Le psyllium va réaliser une sorte pas de râteau, parce que le râteau c'est quelque chose de très agressif. Au contraire, ça serait un râteau mais avec des doigts extrêmement doux, des doigts extrêmement souples, qui vont venir balayer tranquillement et progresser. Le balai intestinal, lui, il n'a pas d'action motrice par lui-même, légèrement, mais très légèrement. Il stimule un tout petit peu le péristaltisme intestinal, mais pas plus que ça. Ensuite, le psyllium va venir entraîner. Et les lavements, ça va accélérer l'élimination. C'est pour ça que vraiment, les trois me paraissent complètement complémentaires. De la chlorophylle pour guérir la muqueuse intestinale, donc des jus verts, voire un supplément si vous en sentez le besoin et si vous pouvez vous le permettre. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça suffit largement. Probiotiques, on oublie. Les remèdes, l'argent colloïdal, je vous engage très fortement à sortir de cette logique du remède unique, séparé, de l'élément manquant, de la chose qui nous manque. Vous savez, cette notion de chose qui nous manque, ça nourrit l'insatisfaction permanente en nous. On a l'impression qu'on n'est pas complet et qu'il nous manque une petite chose pour être complet, pour que ça aille bien. C'est un leurre. On n'est pas complet, on ne le saura jamais, parce que de toute façon c'est un équilibre dynamique et que le corps il est en perpétuelle construction et destruction, anabolisme et catabolisme, et qu'il y a un renouvellement permanent, et que ce n'est pas un seul élément qui va pouvoir vous assurer finalement la pleine santé. La seule pleine santé qu'il assure, c'est les personnes qui vous bonimentent avec ça et qui vous vendent ces compléments. C'est tout un ensemble. Tout un ensemble pour avoir un corps qui fonctionne bien, et c'est absolument pas un ensemble d'éléments isolés. Allez, maintenant on reprend avec les questions-réponses. Ouais, on va enchaîner. Questions-réponses. Question de Luc. Bonjour Thierry, je prends des jus de fruits depuis 3 mois chaque matin. J'introduis aussi pas mal de fruits dans mon alimentation tout en gardant un régime habituel classique, y compris à base de produits animaux et de gluten. J'ai arrêté les produits laitiers depuis 5 ou 6 mois. Mes soucis, problèmes intestinaux récurrents depuis des années, crampes intestinales parfois très aiguës, associées à un gonflement du ventre et à des douleurs dorsales, blocage vertébraux depuis très longtemps, j'ai 43 ans. Je soupçonne que ces gonflements provoquent une tension de mes fascias. Oui, tout à fait, c'est possible. Peux-tu me donner ton point de vue sur le sujet et me dire ce que tu ferais à ma place? Alors, ce qu'on appelle fascia,
on peut appeler ça aussi système lymphatique. C'est-à-dire que les fascias, ce qu'on appelle fascias, sont une grande part du système lymphatique. Alors gonflement, oui, pourquoi? Parce que quand le système lymphatique est engorgé, il y a de l'œdème, il est trop plein et effectivement ça presse. Moi, ce que je comprendrais à ça, crampe intestinale, alors, comme je vous l'ai montré, le côlon est spasmé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais une forme droite. Ça devrait être un tube dans lequel progressent les selles. Si c'était un tube dans lequel progressent les selles de façon normale et continue, il serait totalement inexistant pour nous. Indolore, transparent, inexistant. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Et pourquoi est-ce qu'on a des douleurs? Parce qu'il y a des strictions. Je n'ai pas la girafe là avec moi. Parce qu'il y a des strictions, parce qu'il y a des nœuds, parce qu'il y a des coudes, parce qu'il y a tout ça. Et que quand ça doit passer, et puis ça passe. Et il y a des crampes, et il y a des contractions. Et je vous dis, encore heureux ou malheureusement pour nous, encore heureusement pour nous, comme nous sommes très peu énervés au niveau des nerfs sensoriels à ce niveau-là, eh bien on ressent très peu ces douleurs. Mais si on ressentait vraiment nos intestins, nous serions en douleur permanente. Donc, quand tu me parles de crampes intestinales très aiguës, associées à un gonflement, on pense immédiatement à des fermentations, on pense immédiatement à des levures de type Candida albicans. Alors on fait grand cas du Candida albicans. C'est une levure parmi tant d'autres. Il y en a des tas, c'est juste une dysbiose intestinale. J'ai passé la journée d'hier exclusivement au jus de fruits, au jus et fruits, et je constate que même avec un tel régime, les ballonnements sont toujours présents. As-tu une explication? Alors, oui, j'ai une explication. C'est que, si tu veux, une situation comme ça ne se renverse pas en une journée. Non, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Et pour moi, quand on a vraiment un état aigu, comme tu le décris, la démarche alimentaire ne suffit pas. Vraiment, j'associerai les plantes et les lavements pour permettre doucement de décontracter, d'enlever les dépôts, parce que ton tube intestinal, il ne pourra pas se décontracter tant que tu auras des dépôts durs à sa surface. Hein. Tant que tu auras des croûtes qui seront à sa surface, tant que tu auras cette matière dure qui l'empêche d'avoir sa motilité, son mouvement péristaltique normal, eh bien tant que tu auras ça, eh bien les selles ne progresseront pas normalement, tu auras des crampes, les aliments ne progresseront pas normalement. Voilà comment moi je le comprends. Bonjour Thierry. Ma belle-mère vient de subir une opération. Selon les médecins, elle aurait les intestins trop longs. Et il semblerait que ça soit un souci de famille. Ah, c'est ce qu'on appelle un dolichocolon. Hein, je vois qu'il y avait une question juste en dessous de Martine qui traitait la même chose. Donc je vais traiter vos deux questions en même temps. Les intestins sont trop longs, auraient provoqué des torsions qui auraient causé des obstructions. Régulièrement, elle avait le ventre qui gonflait de manière impressionnante, gonflement accompagné de terribles douleurs. Après 2 visites d'urgence à l'hôpital, on a fini par l'opérer pour lui retirer 40 cm d'intestin complètement cartonné. Le problème se situe-t-il réellement au niveau de la longueur de l'intestin? Peux-tu nous donner ta vision des choses sur le problème? Alors, ma vision des choses, ce qu'il y aurait lieu de faire pour les autres membres de la famille. Alors, ma vision des choses, c'est que quand on me dit oui, l'allongement des intestins est un problème, là je comprends, oui, bien sûr, parce que ça rallonge le temps où ça la passe dans le côlon, et donc à ce moment-là, souvent, il y a des fermentations qui se produisent. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que le côlon s'est rallongé à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'il s'est distendu à ce point-là? Imaginez, quand vous avez un côlon dont la paroi s'amenuise, pour être presque comme du papier à cigarette, comme je citais dans la précédente vidéo, quand les parois s'amenuisent, quand les muscles qui sont censés tonifier tout ça commencent à être fatigués, quand il y a une fatigue nerveuse qui est héritée, acquise, peu importe, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça se détend. Ça se détend tout simplement parce que la trame élastique et musculaire se détend complètement. Donc, je refuse de croire que l'allongement du côlon est quelque chose sur lequel on ne peut pas grand-chose. L'allongement du côlon est une directe résultante des attaques acides sur le côlon, chez des personnes peut-être qui, génétiquement parlant, avaient une faiblesse au niveau des tissus conjonctifs et des tissus de la paroi intestinale. C'est possible, mais c'est toujours pareil. Quand on parle de génétique, moi je réponds épigénétique, c'est-à-dire expression des données génétiques dans le contexte, dans le cadre dans lequel on vit. C'est la génétique, c'est le jeu de cartes, c'est les cartes qu'on nous distribue, c'est les 12 cartes qu'on nous distribue en main. L'épigénétique,
c'est les 3 cartes qu'on va décider de jouer. Décider de jouer, eh bien, en fonction de l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement alimentaire, le rythme de vie, le travail et ainsi de suite. Donc, Dolicho Colon, eh bien, certainement dans la situation où elle était, je ne sais pas, pourquoi pas, est-ce qu'un colon pourrait à nouveau se recontracter et reprendre sa forme initiale? Ça me paraît très difficile, mais bon, on ne connaît pas les limites de la régénération, mais ça me paraît très difficile. Donc une fois que la situation a été faite, ça me semble un petit peu avancé. Par contre, en prévention, oui, c'est-à-dire renforcer tout le système surrénalien pour éviter d'être dans un état de fatigue, que le système nerveux autonome eh bien, fonctionne bien, éviter les constipations, éviter les blocages à tous les niveaux, et ensuite, eh bien, avoir une qualité de paroi intestinale qui soit suffisante, c'est-à-dire suffisamment épaisse, c'est-à-dire des minéraux fixés en quantité, c'est-à-dire pas de produits acides dans ce côlon, c'est-à-dire une thyroïde qui fonctionne bien et surtout une parathyroïde qui fonctionne bien, de manière finalement à avoir une bonne reminéralisation, et tatati, et tatati, et tatata. D'ailleurs Martine, tu me disais, si j'ai bien compris, il peut y avoir une origine familiale, le stress du travail, qui ne permet pas d'aller au WC quand c'est le moment, une alimentation délétère, un épuisement des surrénales et de toutes les glandes avec un affaiblissement du péristaltisme, encrassement et congestion de l'organisme. Oui, moi je pense que l'allongement du tube, il est aussi corrélé effectivement au fait que ça se bloque. Et quand ça se bloque, ça force, ça presse et puis ça distend. Ça distend uniquement et progressivement. Question de Mélie Aym, A-Y-M-E. J'espère que je prononce bien ton nom. Mélie. Depuis plus de 5 ans, je me bats avec la médecine traditionnelle ainsi que la médecine naturelle pour des problèmes intestinaux que nul n'arrive à résoudre. Je ne peux plus rien avaler sans que cela se transforme en sel liquide avec parfois maux de ventre et dans les périodes les plus critiques, maux de tête, nausées et état fébrile accompagnés d'une grande fatigue, principalement après le repas. Le seul moyen que j'ai trouvé pour prendre un instant de répit, c'est le jeûne. Bien évidemment, j'ai subi tous les examens d'usage, coloscopie, scanner, fibroscopie, échographie abdominale, test d'allergie, etc. La seule réponse des gastro-entérologues est la suivante, vous n'avez plus de vésicule biliaire, alors c'est un état normal dans certains cas. Côté naturel, j'ai essayé les hydrothérapies du côlon qui n'ont rien donné, ainsi que différents traitements avec probiotiques et régime alimentaire. Je ne sais plus quoi faire ni quoi manger, j'espère que vous pourrez m'aider. Non, moi je ne peux pas t'aider, Mélienne, par contre je pense que toi tu peux t'aider grandement. Tu sais, tu me dis, le seul instant de répit que tu as, c'est le jeûne. Alors le jeûne, sauf cas très particulier, on ne peut pas le maintenir très très longtemps, effectivement. On ne peut pas continuer pendant des mois. Par contre, il y a une chose qu'on peut continuer longtemps. Tu sais ce que c'est? Ce sont les jus de légumes. Juegos de legumos. Les jus de légumes. Les jus de légumes vont être vraiment la panacée pour toi dans ce cas-là, il me semble. En tout cas, tel que je le comprends. Pourquoi? Parce que tu as des intestins tellement enflammés que finalement, la moindre matière solide les agresse. Quand on a de la diarrhée en permanence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps ne veut même pas qu'il y ait de matière solide. Parce que quand le chyme c'est le mélange qui sort des intestins. Quand le chyme arrive au niveau du pancréas, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bicarbonate de soude qui est relâché. Le bicarbonate de soude est relâché et à ce moment-là, ça neutralise le chyme. Et là, à ce moment-là, on commence à déshydrater de manière pour avoir une selle la plus compacte et la plus formée possible. Pourquoi est-ce que le corps ne déshydraterait pas? Il ne déshydrate pas, il ne conduit pas à cette absorption de l'eau par les intestins et par les côlons, de manière à ce que les matériaux soient le plus fluides possible pour qu'ils ne touchent quasiment pas la paroi intestinale. Pourquoi? Parce qu'elle est certainement fortement obstruée et fortement enflammée. Alors après, ça devient un cercle vicieux, parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à avoir de la diarrhée, on évacue énormément du bicarbonate de soude produit par le pancréas. Ce qui fait que globalement, le contenu de l'intestin grêle qui devrait être alcalin, l'estomac étant acide, le contenu de l'intestin grêle devrait être alcalin grâce au bicarbonate de soude relâché, eh bien il n'est plus si alcalin que ça, parce qu'on a une usure pancréatique qui se produit. Il est de plus en plus acide, donc il augmente l'inflammation, qui augmente la diarrhée, qui augmente l'inflammation, et ainsi de suite. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Les jus vont être une panacée parce qu'ils vont apporter la chlorophylle, ils vont apporter des éléments non nutritifs, pas de fibres, et tu peux continuer ça pendant plusieurs mois. Moi, c'est ce que je ferai. Les jus, le balai intestinal aussi, un peu de psyllium si tu le tolères, et je commencerai au bout de quelques temps, doucement, une fois que la muqueuse s'est doucement guérie, eh bien, je commencerai avec des lavements. Et je dirais même, si les lavements à l'eau au début sont un petit peu durs, tu fais des lavements avec des infusions de mauve, par exemple,
ou même des lavements avec de la chlorophylle liquide par exemple, on peut la trouver, ou de l'herbe de blé diluée, tu te mets un peu d'herbe de blé dans de l'eau, parce qu'il y a énormément d'absorption qui se passe au-dessus de la capsule anale, n'en déplaise à la plupart des physiologistes, il y a énormément d'absorption qui se passe même au niveau du côlon, et donc toute cette chlorophylle elle va venir directement guérir bien la muqueuse, là où elle est le plus enflammée. Donc moi je m'orienterai délibérément vers un régime de jus, le temps qu'il faudra. Et puis petit à petit, ensuite je réintroduirai des fruits mous, extrêmement mûrs, j'éviterai toutes les colles. Je me ferai dès que je pourrai doucement des lavements sans forcer à la maison. Pas d'hydrothérapie qui risque d'être un petit peu violent, mais des lavements à la maison pour décongestionner un petit peu tout ça. Voilà Milliheim, j'espère que ça va pouvoir te guider un petit peu. Question de Niki. Bonjour Thierry, après 2 mois et demi de détox, je me rends compte que mes intestins évacuent une sorte de mucus. Ma question est la suivante, l'évacuation de ce mucus détruit-elle la flore intestinale? Si oui, quoi lui apporter pour la régénérer? Alors, par rapport à la destruction de la flore intestinale, non. Ou alors il faudrait vraiment que ça soit très long, hein, que ça dure très longtemps. Par contre, parce que comme je te l'ai dit, finalement, il y a énormément de bactéries qui sont en dormance et qui ne va pas éliminer comme ça. De toute façon, il faut savoir que toutes nos selles entraînent un nombre colossal de bactéries dans les toilettes, parce qu'elles ont besoin de se renouveler sans cesse. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là, sauf si ça durait très longtemps. Par contre, si tu évacues du mucus, dans ma compréhension, je pourrais te dire, attention, est-ce que ce n'est pas lié à une irritation de ta muqueuse intestinale? Alors, irritation de la muqueuse intestinale, est-ce que la détox ne serait pas trop forte? Alors si tu prends des plantes, est-ce que tu n'y vas pas un petit peu fort avec le balai intestinal? Si tu te fais des lavements, est-ce que tu n'y vas pas un peu trop fort? C'est des suspicions. Mais quand on évacue du mucus au niveau de la muqueuse intestinale, quand c'est ponctuel, c'est normal, c'est des éliminations. Quand ça devient chronique, je dirais que là, il y a une inflammation qui perdure, et c'est pas obligatoirement une bonne chose. Et il ne faut pas valoriser l'élimination pour l'élimination, c'est pas une bonne chose. Donc moi je serai attentif, je diminuerai peut-être un petit peu le balai intestinal, j'irai plus doux sur la détox, peut-être que je ralentirai un petit peu. Plus de jus vert peut-être, je ne connais pas exactement ton régime alimentaire. Voilà, c'est à explorer, c'est vraiment à explorer, mais ce sont des pistes là que je te propose. Voilà Niki. Mais du mucus, tu sais c'est toujours compliqué de savoir quelle est l'origine du mucus. Est-ce que c'est une élimination ou est-ce que c'est une irritation? C'est toujours très compliqué. Imaginons par exemple, tu commences à moucher. Ça peut très bien être une élimination. Si tu manges du piment, tu vas avoir une élimination dans le tout premier temps et ensuite ça va être une irritation. Hein. Donc il ne faut pas manger du piment pour éliminer. Non, tu vas manger du piment, ça va t'irriter. Et il y a du mucus qui va sortir parce que ce sont les produits irritants du piment lui-même qui vont ressortir immédiatement, qui vont être rejetés par l'organisme. Alors quand est-ce qu'on est dans l'élimination, quand est-ce qu'on est dans l'irritation? C'est toujours difficile à savoir et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une personne qui peut le savoir, c'est toi. Mais je pose la question et je t'encouragerai à être attentive. Peut-être que tu pourrais essayer de voir si tu ne serais pas plus confortable avec une élimination moindre, en ralentissant un peu le rythme, que ce soit au niveau des plantes ou au niveau du régime alimentaire, quel qu'il soit. Voilà ce que je peux te conseiller. Question de Odile. Odile. Bonjour, merci pour tout Thierry. Je me suis mise au cru, au régime 80% de cru avec suppression des féculents depuis environ 5 mois. J'ai perdu 6 kilos. Je prends balai intestinal, surrénal et lymphe. J'ai bien compris que mes reins et mon foie ne fonctionnaient pas bien, car j'ai du psoriasis depuis l'âge de 11 ans, et une cruralgie depuis 3 ans qui a la caractéristique de me faire souffrir le matin et l'après-midi. Plus rien ou même quelques jours de temps en temps, je ne ressens plus rien, un vrai bonheur. J'ai aussi des bleus spontanés sur les articulations des doigts, des taches rouges sur les joues depuis 1 an environ. J'ai fait une irrigation colonique il y a 2 ans, et la praticienne m'a dit n'avoir jamais vu un côlon aussi propre. J'ai des doutes à ce sujet. Moi aussi j'aurais des doutes, hein, parce que vu ce que tu témoignes, cruralgie, psoriasis, je vois pas comment le côlon pourrait être propre. Bon, passons. Dans tes vidéos, je crois comprendre que j'ai aussi un problème de métabolisme du calcium en relation avec la thyroïde. Oui, à la parathyroïde même, hein, mais voilà comment je le comprendrai moi aussi, effectivement. Quand on parle de bleu au niveau des doigts, quand on parle de taches rouges, hein, donc ce sont les vaisseaux sanguins qui explosent. Donc oui, je le comprendrai comme ça. Je persiste avec beaucoup d'espoir dans ma démarche, bien que je n'ai aucune amélioration pour l'instant, si ce n'est, et c'est important, que je peux manger autant de crudités et de fruits que je veux sans problème intestinaux. Bah, c'est magnifique déjà ça. Et je sais que c'est long, j'ai 60 ans, j'ai abandonné les produits laitiers depuis longtemps.
Je voudrais simplement que tu me dises, si tu étais à ma place, par quoi commencer dans les compléments et que faire de plus au niveau de l'intestin, car j'ai l'impression d'être une vraie passoire. Pas d'assimilation, car avec tout ce que je mange de bon en qualité, ça ne me profite pas. D'accord, parce que tu estimes être en sous-poids. Ben, toujours pareil, j'ai du mal à estimer que tu as un côlon aussi propre, ou en tout cas si tu as un côlon aussi propre, c'est que tout est dans les intestins. Tout s'est coincé dans les intestins. Mais si tu perds du poids régulièrement, si tu es en état de dénutrition, c'est obligatoirement qu'il y a un défaut d'absorption. S'il y a malabsorption, c'est donc obligatoirement qu'il y a du dépôt le long des parois intestinales. Donc par quoi je commencerai? Moi, eh bien, moi je ferai le programme que j'ai proposé en début, c'est-à-dire un nettoyage. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. C'est un chemin. C'est un chemin, j'ai rien d'autre à dire, c'est un chemin. C'est un beau chemin pour moi, c'est un chemin de découverte de soi-même. Mais, comment dire, ça va peut-être être difficile à recevoir comme message, mais je pense que chacun de nous y gagnera le jour où il cessera de vouloir prouver quoi que ce soit à son entourage. On n'a rien à prouver à notre entourage. On n'a rien à justifier. Est-ce que dans notre vie, on a quelque chose à prouver à notre entourage? Est-ce que quand on mange une pizza, on a quelque chose à prouver à notre entourage? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait quelque chose à prouver à notre entourage quand on mange cru ou quoi que ce soit? On n'a rien à prouver. On n'a pas à être meilleur. Peut-être qu'on le sera. Peut-être qu'on sera en plus bonne santé. Et à ce moment-là, on montrera, on manifestera quelque chose. Mais on n'a rien à prouver. Ne vous laissez pas entraîner par des personnes qui vous disent mais tu dois me prouver ça ou tu dois me prouver ça, ou ne vous laissez pas entraîner vous-même dans cette ornière, parce qu'il va y avoir la notion d'urgence qui va arriver, et tout ça, ça bloque, parce qu'on est aux abois, parce qu'on craint que ça ne vienne pas, on voudrait des résultats, et combien j'ai vu des personnes qui se mettaient une pression maximale par rapport à l'entourage, parce qu'elles veulent leur montrer, elles veulent leur prouver. Oubliez toute notion de mérite. Il n'y a aucun mérite de toute façon à avoir un corps se régénérer parce que c'est la normalité de chaque individu. Donc il n'y a aucun mérite à voir se manifester ce qui est donné à tout le monde. Aucun. On n'a strictement aucun mérite. Tout ce que vous recevez, eh bien, vous le recevez des personnes avec qui vous avez interagi. Tout ce que je le reçois des personnes avec qui j'ai interagi. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Je dirais que c'est même être redevable. On est redevable quand on commence à comprendre cette notion de régénération. On est redevable et c'est de notre devoir d'une certaine manière eh bien, de le partager. De le partager mais pas de prouver. Parce que quand on essaye de prouver, c'est une façon de mettre une distance. De dire ben, moi j'y suis arrivé parce que j'ai fait des efforts. Il n'y a pas d'efforts à faire. Il suffit juste de revenir à la normalité. Donc Odile, moi ce que je t'encouragerais déjà dans un premier temps, c'est de désespérer de prouver quelque chose. Ne prouve rien. Vis la chose. Laisse-la faire. Savoure le plaisir de pouvoir consommer des fruits et des légumes en quantité. Par une chaleur pareille, là, je ne vais pas pouvoir continuer à enregistrer. Là, nous, on a un coup de sud, là, depuis plusieurs jours. Il fait, là, il doit être 2 heures de l'après-midi, il doit faire à peu près 40-41 degrés. Bon, mais le bonheur, là, qu'est-ce que... Oh, une bonne pastèque, là, un petit peu fraîche, là, qui sort du garage. Je crois que je vais même pas prendre le temps de la passer en jus, là. Je vais sauter dessus, je vais prendre le couteau, je vais enfoncer le couteau, elle va commencer à craquer. Le craquement de la pastèque, vous savez qu'elle commence à s'ouvrir, là. Et puis la petite première tranche, là, quand on goûte ce jus, là, qui tombe, c'est merveilleux. La joie de pouvoir goûter ça, c'est la grâce. C'est la grâce même. Pense à toutes ces personnes qui simplement ne peuvent pas goûter à cette grâce parce qu'elles sont tellement intoxiquées et enflammées que le moindre bout de fruit amène une réaction tellement forte qu'elles ne peuvent pas le supporter. Donc il n'y a rien à prouver. Commence, lance-toi dans une régénération profonde intestinale et garde confiance. Je sais que tu l'as, alors garde confiance. Alors, question de Luc. Merci Thierry de me permettre de te poser une question concernant ta prochaine vidéo sur les intestins. J'ai les intestins très enflammés, donc spasmés. Les lavements, dont j'abusais régulièrement, sont devenus une torture. J'ai un bouchon dans la dernière partie du côlon. Et j'utilise donc un petit tuyau en caoutchouc plus fin que la canule pour permettre de dépasser ce bouchon et ainsi de pouvoir faire passer l'eau. Mais dès que l'eau rentre dans les intestins, j'ai des spasmes violents. J'ai bien sûr essayé la super préparation balai intestinale, même en très petite quantité. Essayé à plusieurs reprises, mais tu me dis pas ce que ça fait. J'ai éliminé de mon alimentation gluten, produits laitiers et depuis ta dernière vidéo, le sel. Et bien sûr, je prends beaucoup de jus, carottes, pommes, épinards, excellent. Et je mange le plus cru possible. Je pense bien que le temps finira par faire son œuvre, et donc voici ma question. Connaîtrais-tu malgré tout un moyen pour permettre de soulager les intestins très enflammés et spasmés et de pouvoir éliminer un bouchon dû d'après moi à l'ablation de l'appendice?
c'est possible. C'est possible parce que l'appendice, de toute façon, c'est un émonctoire. Enfin, c'est un émonctoire, c'est un ganglion lymphatique. Donc effectivement, quand il y a cette zone d'élimination qui est supprimée, eh bien, il y a plus qui stagne dans le côlon. Je ne te demande pas une réponse personnelle, mais je pense pas être seul dans ce cas-là. Ah, c'est signé Luc, mais c'est seul, alors bon, je sais pas. Dans ce cas, et si ma question peut servir à d'autres, juste au passage, je voudrais te dire que la connaissance de tes vidéos me permet d'adapter cette logique de compréhension du fonctionnement de la vie dans d'autres domaines et de me rendre compte que tout est si simple et que nous sommes si petits. Je suis absolument d'accord avec toi. Tout est si simple et ça peut être étendu à tout, absolument tout. Alors, un bouchon. Un bouchon qui s'est formé. Donc il va s'agir d'assouplir ce bouchon. J'aurais tendance à dire, as-tu essayé un régime de jus? As-tu essayé un régime de jus? En tout cas, moi, dans ce cas-là, je crois que j'essaierai un régime de jus. Pourquoi est-ce qu'un bouchon comme ça se serait formé? Comment assouplir? Comment liquéfier tout ça? Je mettrai un régime de jus, parce que chaque fois qu'on me parle de matière dure et formée, je pense en termes de déshydratation, donc d'acidose, parce que quand il y a déshydratation, il y a acidose. Donc moi, je penserai un régime de jus. C'est vraiment très individuel, là, ce que tu me dis. Je pense que le psyllium aussi peut jouer son effet, mais alors attention, quand tu vas prendre le tégument de psyllium, prends-le avec beaucoup d'eau, de manière à ce que ça ne vienne pas encore augmenter le bouchon intestinal. Psyllium, jus, balai intestinal, je ne sais pas quelle était la réaction, mais voilà moi ce que je ferai avec du balai intestinal, je continuerai encore et encore, et quand je me fais des lavements, beaucoup de massages de manière, eh bien, à petit peut-être décoller ce bouchon. Parce qu'avec le massage, avec la balle de tennis, eh bien, on peut y aller franchement. Alors, je ne sais pas si tu y vas franchement dans tes massages, tu localises ce bouchon et tu y vas, et tu y vas, et tu masses, et tu masses. Quelque part, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Intestin très enflammé, de la chlorophylle, c'est ce que tu fais déjà. Ah, je suis désolé, là je suis peut-être un petit peu en... Je suis peut-être en manque d'inspiration, mais... Non, comptez sur l'assouplissement. Effectivement, des jus de légumes, une cure de jus de légumes pourrait d'après moi être extrêmement bénéfique, parce que ça éviterait que... Parce que ce bouchon-là, il retient les matières, il retient les fibres, et ça fait certainement qu'un barrage qui accumule. Donc, voilà, moi je tenterai, à titre personnel, je tenterai la cure de jus. Alors, on reprend avec un message de Louisette. Bonjour Thierry, lors d'un massage shiatsu du ventre, après ma remise en place de mon atlas, j'ai été interpellé par la douleur sous les doigts du masseur alors que je n'avais aucune douleur. J'ai découvert mes organes internes durs et très douloureux. Question, comment les organes peuvent-ils retrouver leur constitution normale souple? De l'intérieur par le régime physiologique, point d'interrogation. D'autres massages, c'est coûteux, des massages à faire soi-même, quelle est la place du vécu enfoui? Quelle est la place du vécu enfoui? On va encore me reprocher de faire de l'antipsychologisant, hein, donc je sais pas, je vais peut-être zapper, hein, plouf plouf. Alors, comment les organes peuvent-ils retrouver leur constitution normale souple? Pourquoi est-ce qu'un organe est dur? Pourquoi est-ce qu'un organe s'est durci? Premièrement, parce qu'il y a des dépôts et des croûtes au niveau des intestins, c'est très très fréquent. Hein. C'est toutes ces croûtes là qui durcissent complètement la paroi de ces intestins et qu'il est urgent de nettoyer. C'est pour ça que les personnes qui me disent oui mais avec des nettoyages trop réguliers finalement on va affaiblir la paroi de l'intestin et le péristaltisme va moins se faire, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que le péristaltisme, cette progression de l'onde musculaire le long des intestins, elle se fait d'autant mieux que la membrane est souple. Donc quand quelque chose est dur, quand quelque chose est rigide, à quoi est-ce qu'on pense immédiatement? Acidose. Pourquoi acidose? Parce que ça déshydrate, ça sèche, ça durcit, ça enquiste, ça encroûte. Eh bien, ça c'est encore une manifestation des résultats de l'acidose. Quand on a des organes qui sont extrêmement durs, ce sont des organes dont la peau, la membrane de l'organe finalement a été transformée. Souvent c'est l'attaque des acides sur les structures protéiques qui forment la paroi des organes qui explique ça. Et donc les attaques acides sur ces structures protéiques, ça amène une sorte les protéines, les structures protéines qui étaient souples, eh bien deviennent beaucoup plus figées. Et à ce moment-là, on a un durcissement des organes. Acidose. Alors,
je te conseille effectivement l'approche par le régime. Le régime, l'élimination, c'est comme ça que je ferai moi. Donc régime avec beaucoup de jus, élimination pour les reins, pour le balai intestinal, les choses comme ça, pour vraiment éliminer. En fait, c'est toujours la même chose. Les deux doivent se faire conjointement. Il n'y a pas une technique plutôt qu'une autre. Modification de l'apport, modification de ce qu'on apporte. On ne va pas continuer à apporter des matériaux inappropriés. Donc on évolue tranquillement à son rythme, chacun à son, bien sûr, vers un régime plus physiologique qui va nous permettre de mieux fonctionner et sans aucune... il n'y a pas, quand je dis plus physiologique, il n'y a pas de gradation là-dedans, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est juste de l'objectivité. Nous ne sommes pas faits pour manger ce que nous mangeons. Et si on a tous les problèmes qu'on a actuellement, c'est parce que nous ne sommes pas faits pour manger ce que nous mangeons, nous ne sommes pas faits pour vivre de la façon dont nous vivons, nous ne sommes pas faits pour avoir les rythmes que nous suivons, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est juste du bon sens. En fait, c'est juste l'arrogance et la bêtise, je veux dire, la bêtise un peu naïve et puérile de l'humain, qui fait que finalement, il pense que par lui-même, finalement, il arrive à redéfinir les lois physiologiques de l'individu. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas et ça lui claque à la figure. Bah, c'est normal, parce que de toute façon, on est partie intégrante d'une création, et il y a des lois qui préexistent et qui nous contraignent réellement. Qu'on ne soit pas arrivé au plein potentiel d'expression de l'individu, ça me paraît normal. Mais le problème, c'est que l'humain a pensé que finalement, il atteindrait son plein potentiel en sortant des lois qui préexistaient et qui le contraignaient. Il a pensé, il a dit voilà, je vais penser par moi-même, je vais m'orienter par moi-même, et puis je vais faire par moi-même. Et là, je vais devenir plus fort, plus humain, plus grand, plus puissant. Ça, c'est... Marche pas. La seule façon d'arriver au plein potentiel de l'être humain, au contraire, c'est de connaître à fond les lois qui préexistent et qui nous contraignent, de connaître ces lois de qu'est-ce qui constitue l'être humain, comment est-ce qu'il fonctionne, et de les appliquer. Alors, si j'osais, je sais que le mot il n'est pas aimé, mais je dirais avec soumission, les connaître et s'y soumettre. Parce que de toute façon, le reste, ce n'est que puérilité et révolte stérile. Ça me fait penser quand j'étais jeune et que je défilais, que je luttais contre le système et ainsi de suite. J'étais tout content, j'ai l'impression d'être en vie, j'avais l'impression de... Ouais, mais ça servait à rien. Ça servait strictement à rien, c'était du vent et ça ne faisait qu'alimenter le psychodrame permanent dans lequel on vit. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Tes organes peuvent-ils retrouver leur constitution normale souple? Oui. De l'intérieur par le régime physiologique, oui, et par le nettoyage, par toutes les techniques que je t'ai présentées. Quelle est la place du vécu enfoui? Eh bien, il est enfoui. Il est enfoui, le vécu, et tu sais, c'est toujours la même chose. Le vécu enfoui, on lui donne l'importance qu'on veut lui donner. Je vois les choses, moi, comment elles fonctionnent. Tu sais comment ça fonctionne en nous? Je vois ça, moi, au quotidien. C'est assez fascinant. J'adore ça. Tu as une petite émotion qui remonte. Bon, l'émotion, elle remonte. Tu vis une émotion, une petite tristesse ou des choses comme ça. Là, tu as toujours deux choix. Soit tu prends cette émotion, et puis tu as une petite voix en toi qui te dit « Ah mais oui, tu as raison d'être malheureux. Tu as raison parce que tu as vécu ça, Et puis alors vraiment, tu as raison de revendiquer. Et puis, il faut que tu sois triste. Il faut que tu le montres au visage du monde. Pour leur faire payer. On ne le pense pas comme ça, mais en fait, c'est ce qui se passe. Et puis tu as le droit de revendiquer, tu as le droit de poser ta douleur à toi, tu as le droit de la poser là, et tu as le droit de la démontrer, puis elle a le droit de faire du bruit, ta douleur, elle a le droit d'exister. Mais ma douleur à moi que je vais chérir, ma petite douleur, voilà, on berce sa douleur, puis il y a une petite voix là, qui nous encourage, qui nous asticote, la petite mouche du coche là. Sinon, on peut voir cette émotion monter, ok, une petite tristesse, on se dit, ok, il y a une petite tristesse, et alors, ok, on laisse passer cette tristesse. On ne lui donne pas de justification, on ne s'y accroche pas, on ne se l'approprie pas, on la laisse juste passer. Voilà. À tout moment, on a le choix entre les deux. Alors les émotions enfouies, elles remontent. Le problème, c'est pas qu'elles remontent. Les émotions, elles sont enfouies, elles remontent. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion? Est-ce qu'on se l'approprie? Est-ce qu'on la fait tourner à plein? Et est-ce que finalement,
on en tire d'une certaine manière une valorisation de son individu, de notre douleur, de notre maladie, de notre difficulté. Est-ce qu'on valorise son individu au travers de ça, ou est-ce qu'on valorise son individu au travers finalement du simple lâcher, comme une bulle. Tu sais, tu as une bulle de gaz qui remonte à la surface, elle peut aller crever à la surface, ping, tout simplement. Ou alors on peut essayer de l'accumuler, de la faire grossir, voilà, à chacun son choix. Mais le vécu enfoui, pour moi, il est enfoui, il remonte, et c'est très bien. Et quand c'est pas le cas, et quand il commence à prendre une proportion pas possible, c'est juste moi qui est en train d'envenimer les choses. C'est juste moi et ma responsabilité. Et ça, j'en suis pleinement conscient. Ça ne veut pas dire que je le fais pas, mais je le vois. Je le vois et ça me permet, de corriger après coup. J'en suis pas encore au stade où j'arrive à l'éviter, mais bon, ça va venir, petit à petit. Alors bonjour Thierry, 43 ans. Donc voilà Louisette, hein, par l'intérieur, avec des bons jus. Valérie, bonjour Thierry, 43 ans, végétalienne, sans gluten, crudivore depuis 2 mois, yes. J'ai été très surprise d'entrer par le peu d'effets secondaires. Et le grand bonheur, tu vois. Alors, pour tous les gens qui disent que finalement on fait l'apologie des trucs bizarres qui sortent du corps par tous les pores, ben voilà, quelqu'un qui a eu peu d'effets secondaires. Alors pourquoi? Des fois ça vient après. Valérie, non, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de transition type. Pour certains c'est très rock'n'roll, pour d'autres non, et ça n'a pas. Donc voilà, faut pas croire que c'est toujours un chemin de souffrance. Hein. Au contraire. Puis c'est pas un chemin de souffrance, c'est un chemin de rédemption et de joie alors. Bon alors donc, et le grand bonheur de se sentir à l'enfer à nouveau relié à la nature. Pourtant, depuis peu, je suis confronté à des émotions de grande colère, tristesse, déprime. Ah, ben voilà, ça va pas bien. Ah, je le savais, quand même. Non, je rigole. Je viens en effet de réaliser que cela pourrait bien coïncider avec le début de la prise du balai intestinal. Oui. Des questions intéressantes. Sachant que j'ai été traité au roi cutane lorsque j'avais 15-16 ans, je me demande si ce n'est pas lié à cela et au nettoyage de mes intestins. J'ai quelquefois, comme tu l'as mentionné, des selles brûlantes. Si cela peut être lié au roi cutane, combien de temps cela peut-il encore durer? La femme qui avait témoigné de ça, du fait de revivre certaines émotions de l'époque, mais elle ne précise pas la durée de ce processus. La durée du processus, le temps que ça sorte. Oui, il y a des grandes chances que ça soit lié à la prise du balai intestinal. Pourquoi? Parce que ça remet en circulation. Ça remet vraiment en circulation. Et ta question, ta remarque, elle est vraiment excellente. Le roi cutane est un neurotoxique très puissant, puisqu'on a vu que avec la prise de roi cutane était corrélé énormément d'histoires dramatiques, on va dire, de suicides d'adolescents, de dépression, de personnes qui rentrent vraiment dans un état d'enfermement, de désespoir total. C'est un neurotoxique qui attaque aussi toute la sphère surrénale. Et donc quand tu vas remettre ça en mouvement, eh bien, tu vas réexpérimenter. Au moment où ça sort, c'est toujours quelque chose dont il faut avoir conscience. Quand les choses sortent, on réexpérimente souvent les mêmes sensations que ce qu'on a eu quand c'est rentré, d'une certaine manière. Et oui, la détoxination, surtout du roi cutane, peut être un petit peu rock'n'roll. Grande colère, tristesse. Alors, déjà, il y a 2 choses qui peuvent t'aider. Premièrement, savoir que ce n'est pas toi. Que tu n'es pas responsable de ta tristesse, que tu n'es pas responsable de ta colère, que tu n'es pas... Voilà, ce n'est pas toi, c'est un produit qui est en toi, qui sort. Et si on prenait vraiment conscience à quel point, dans la plupart des troubles dits psychologiques, les personnes n'ont aucune part de responsabilité, c'est du physiologique. Je vois des gens... Hier, je rencontrais quelqu'un, par exemple, j'ai vu arriver la personne, humeur éteinte, du genre Droupi à côté, c'est Louis de Funès, donc vraiment éteint, un gros cou comme ça, un gros visage, des traits assez pathos, et puis vraiment un métabolisme super ralenti. Lui, je l'ai vu, j'ai dit, il est juste victime. Thyroïde, c'était marqué sur son front. Thyroïde. Thyroïde. Voilà, tout son corps renvoyait une grosse faiblesse thyroïdienne, gros ralentissement thyroïdien. Et il était à 2 à l'heure. C'est tout. Hyper ralenti au niveau du débit de la parole, au niveau de la pensée, au niveau de tout. Et pourquoi? Simplement parce que c'est une thyroïde qui a atteint. Cette personne n'est pas responsable de cet état, cette personne n'est pas... Voilà.
thyroïde qui est atteinte. Et dans tous les cas, combien de fois j'entends dire, mais oh, lui, il est déprimé toute sa vie. Puis alors on sent toute la commisération là-dedans. Il fait pas d'effort. Franchement, il pourrait se bouger un petit peu. Parce que alors là, ben non. La plupart du temps, c'est endocrinien. C'est pour ça que j'insiste autant sur le système endocrinien. Et si c'est pas endocrinien, c'est intestinal. Donc, des victimes, oui. Des grandes victimes, oui. Donc, le nettoyage, oui, peut-être rock'n'roll. Si j'étais à ta place, Valérie, la première chose que je ferais, moi, c'est-à-dire que je favoriserais la sortie par tous les émonctoires. Vraiment, je mettrais le paquet. Donc, rein, intestin. Si ça brûle de temps en temps, lavements qui vont vraiment aider à éliminer beaucoup plus. Alors peut-être réfléchir aussi à ton rythme de transition, tu vois, tu y allais très très vite, ça s'est super bien passé, sauf que maintenant ça commence à nettoyer. Ça peut être intéressant de calmer le jeu un petit peu, vraiment calmer le jeu. Et puis après je te dis voilà, avoir pleinement conscience que ce qui se passe ce n'est pas toi, que ce n'est pas grave. Prévenir ton entourage, leur expliquer exactement ce qui se passe, leur expliquer aussi que c'est plutôt une très bonne chose parce que tu es en train de sortir ces produits qui étaient en train de t'empoisonner, de modifier ton comportement parce qu'il y en avait une part quand même qui modifiait ton comportement. Donc oui, c'est une bénédiction, les prévenir. Et si tu y sont prévenus, s'ils comprennent exactement ce qui se passe, tu leur expliques la physiologie, la sortie par les émonctoires, tu leur montres quelques vidéos et ils vont vraiment comprendre que c'est un chemin de grâce pour toi et qu'ils vont t'accompagner là-dedans. Donc par la compréhension, on arrive à accepter énormément de choses. Et ça peut durer longtemps. Ouais, ça peut durer longtemps. Ça peut durer le temps que ça sorte. Je sais pas. Tu as pris, quand tu avais 15-16 ans, ça dépend des doses, ça dépend combien a été fixé par ton organisme. Tu vois, ça c'est complètement imprévisible. Et la personne qui va te dire, ça va durer. Tu vois, je pourrais te dire à la vidéo, ouais, ça va durer 2 mois et 6 jours. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu vas me croire, mais ça veut rien dire. Ça sera juste du bluff. Donc, non, je peux pas te dire. Je peux pas vraiment te dire. Tu auras des signes. Mais quitte à ce que cela nettoie, moi j'irai d'autant plus dans le nettoyage. Puis j'irai m'isoler, je me trouverai une petite grotte et j'irai m'isoler. Ou alors je préviendrai vraiment mon entourage. Je me fais un t-shirt avec marqué attention, je détoxine le roi cutane. Je sais plus qui avait parlé de ça, mais j'aimerais bien le faire ça. Attention, je détoxine. Un t-shirt comme ça qu'on porte sur soi, comme ça, hop, on met le t-shirt avec un panneau stop là. Ça veut dire ouh là 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 là, ne venez pas vers moi, ne venez pas m'embrouiller. Aujourd'hui, c'est pas bon. On va faire ça. On pourrait lancer une série de t-shirts là. J'aimerais bien. S'il y a quelqu'un qui a des connaissances là-dedans, t-shirt coton bio si possible, enfin si possible. Certainement, produit en France si possible. Et non pas par des esclaves qui soient portugais ou chinois. Mais ça serait une bonne idée, j'aimerais bien. Alors, bonjour Thierry. Question de Josiane. Je souffre des intestins en permanence. Waouh. En 2009, j'ai eu une occlusion intestinale sur bride. Aïe. En 2010, j'ai eu une hyperthyroïdie. Donc, occlusion intestinale, c'est fermeture des intestins. C'est qu'il n'y a plus rien qui passe. 5 nodules. Ensuite, je suis passé hypothyroïdie. Ouais, mais hypothyroïdie, tu l'as bien compris. Quand tu as une congestion à ce niveau-là, c'est normal. C'est parce que c'est congestionné au niveau des intestins. Quand tu as une occlusion, c'est pas congestionné, c'est bloqué. Après un calme de 6 mois, récidive, d'abord hypothyroïdie et actuellement en hypothyroïdie avec prise de poids importante. Ouais, mais elle est liée au ralentissement de ton métabolisme. J'ai 53, je ne fume plus, je bois un verre de bon vin occasionnellement. En plus, j'ai une hernie hiatale soignée par Inexium quand je souffre beaucoup. Ma question est de savoir si je peux boire des jus de légumes et de fruits en ayant eu une occlusion intestinale. J'ai tellement peur qu'elle revienne car j'ai beaucoup souffert. Je dirais que la meilleure des façons que ton occlusion intestinale ne revienne pas, c'est de prendre des légumes, de jus, des légumes. Plouf plouf. Des jus de légumes et de fruits. J'ai un extracteur que me prête un ami. J'attends ton feu vert pour commencer à changer mon alimentation. À ta place, oui, je commencerai à fond sur les jus de légumes. D'autant plus si tu as une occlusion intestinale. Parce que tu l'as compris, quand tu as une occlusion intestinale, finalement, il y a très peu de matière qui passe. Donc, supprimer les fibres dans ton alimentation, ça va permettre doucement d'éliminer tous ces bouchons. Donc moi, je ferai des jus, oui, jus de légumes. Parce que vu l'état que tu décris, il y a peut-être quand même une toxémie importante. Donc commence d'abord par les jus de légumes pour pas que ça soit trop violent au niveau de la détoxination, progressivement. Et après, petit à petit, j'introduirai le jus de fruits. Mais les fruits,
au début, prenez-les intégraux. Parce que vraiment, passer à un régime de jus de fruits, passer sur du jus de pastèque, du jus de raisin, ça secoue. Ça secoue, il faut être prêt à ça. C'est pas un problème, mais il faut vraiment le savoir. Jouer avec ça, chacun est responsable de ses choix, mais jouer avec ça. Donc, oui, jus de légumes, excellent, excellent en cas d'occlusion intestinale. Pourquoi? Parce que ça va ramollir les matières, ça va commencer à alcaliniser tout ça, ça va apporter un petit peu d'aliments physiologiques à ton corps. Ça va permettre doucement, comme ça va relâcher pas mal d'énergie qui ne sera plus nécessaire pour la digestion, ça va permettre de commencer à faire les nettoyages intestinaux. Si tu ajoutes quelques lavements, si tu ajoutes tout ça, tu vas commencer doucement à voir les matières partir tranquillement. Le balai intestinal va être excellent parce que là vraiment quand on est en termes d'occlusion intestinale, il s'agit littéralement d'aller sucer ces dépôts, d'aller les affaiblir. Là le balai intestinal, je pense, jouera un rôle excellent. Alors, quelques questions qu'on m'a rajoutées après derrière. Une question de Cathy. Atteinte de la maladie de Crohn ainsi que d'une bipolarité de type 2, puis-je espérer trouver une amélioration de mon état en vivant cru? Alors Cathy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est parce que tu m'avais dit 2 maladies invalidantes. Est-ce que c'est vivre cru possible? Je vais te dire une bonne nouvelle. Pour moi, ce ne sont pas des maladies et tu n'en as pas 2. Donc c'est réglé. Tu n'as pas 2 maladies, tu n'en as qu'une et ce n'est pas une maladie, c'est une situation. Et cette situation, en fait, c'est un état inflammatoire de tes intestins. Si tu l'as bien compris au travers de cette vidéo, maladie de Crohn, terme fallacieux. Le jour où vous prenez ce terme maladie, on le jette, on a fait un grand pas, parce qu'il n'y a pas de maladie. Au contraire, parce que maladie, c'est toujours connoté négativement. Au contraire, il n'y a que des tentatives désespérées du corps tout au long d'une vie humaine de revenir à l'état de pleine santé, au travers de processus que l'on ne comprend pas et que dans notre ignorance nous appelons maladie et que nous empêchons, ce qui fait que finalement la situation devient de plus en plus compliquée. C'est juste ça. Si vous voulez expliquer à quelqu'un l'hygiénisme en 2 mots, l'hygiénisme, c'est prendre le terme de maladie, considérer que finalement, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des tentatives, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc, il n'y a pas de maladie, et il n'y en a pas 2, parce qu'il y a, selon ce que je comprends, maladie de Crohn, ça veut dire juste état inflammatoire qui conduit à l'hyperperméabilité, qui conduit au passage de matériaux inappropriés. Et les phénomènes de bipolarité sont juste la réaction de tout ton système nerveux, de tout ton psychisme à des toxines, des neurotoxines qui viennent l'agresser. Résous ce problème d'hyperperméabilité et tu verras ta bipolarité disparaître. En attendant, ce que je te conseille, c'est que on remarque que chez les personnes, il y a des réactions différentes aux aliments. C'est ce qu'on appelle fallacieusement des allergies. Les allergies sont juste liées au fait que la membrane, la muqueuse intestinale est lésée, elle est abîmée. Eh bien, ce que je te conseille, c'est d'arriver à cerner dans ta vie quels sont les aliments qui te font réagir. Et tu vas voir, il y en a certaines, ils réagissent sur les produits gras. Il y en a d'autres, ils réagissent sur tel type de légumes, tel type de fruits. Il faut que tu ailles voir. C'est souvent les produits protéinés ou gras qui posent problème. Donc, essaye de voir, tu spécifies, tu essayes avec l'avocat, tu vois comment tu te sens, et tu essayes de voir les réactions, 1 heure après le repas, comment est-ce que tu te sens. Et tu vas voir que tu peux vraiment arriver, si tu fais un petit cahier, tu vas arriver, tu n'as pas besoin de faire des tests coûteux, par toi-même, par la connaissance de toi-même, tu vas arriver à cerner les aliments. Bon, ça sera la première étape. Ensuite, réhabilitation de la muqueuse intestinale, parce qu'il ne s'agit pas de vivre en se coupant de nombre d'aliments, il s'agit de trouver une solution pour réhabiliter tout ça, mais en attendant, c'est une très bonne solution. Donc il n'y a pas de maladie, enfin il n'y en a pas 2, et il n'y a pas de maladie. Et donc ton titre c'était 2 maladies invalidantes. Moi ce que je te dis, il n'y en a pas 2, il n'y a pas de maladie, et invalidante, c'est plus pour longtemps. Donc voilà la bonne nouvelle. Et vivre cru est possible. Oui, ô combien. Une question de Gaël. Merci Gaël. Tes enseignements me parlent beaucoup, bien que j'ai une formation médicale, chouette. J'essaie de manger le plus cru possible. Mais voilà, je suis boulimique. Ton comportement est boulimique, oui. Boulimique depuis bientôt 8 ans. J'ai 26 ans, ça dure longtemps. Je suis addict à la bouffe. Je pète les plombs sur la nourriture lorsque je suis seul. Je suis perdu et seul. J'ai les dents qui vont très très mal liées au vomissement. Ah d'accord, boulimie avec vomissement. Ouais, j'imagine que tes dents doivent aller très mal. Je ne me pèse pas, je pèse environ 52 ou 53 kilos. Oui, comme tu te fais vomir, de toute façon tu n'as pas de prise de poids.
Avec tout ça, j'ai une rectocolite hémorragique depuis 8 ans aussi, qui est liée certainement, parce que quand tu as des régurgitations, tu as une perturbation, tu as des acides à la fois qui remontent vers le haut et des acides qui partent vers le bas. En plus, tu as un affaiblissement de ton pancréas, donc moins de production de bicarbonate, donc il y a des acides qui passent au niveau des intestins. Je saigne beaucoup. Elle ne me gêne pas, mais je saigne beaucoup. Je ne consulte plus de médecin pour cela, puisqu'aucun n'a réussi à arrêter les saignements. Ils sont très moralisateurs, exactement. Et ils vont te dire que si tu es boulimique, t'as qu'à faire des efforts. T'as qu'à faire des efforts, Gaël. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as pas à faire d'efforts. Enfin, t'as pas à faire d'efforts. Non, t'as pas à faire d'efforts. Parce que les boulimies, on ne peut pas lutter contre. Je ne l'ai pas caché, j'ai connu les boulimies. J'ai connu les boulimies avec vomissement quand j'étais jeune. Je sais exactement ce que c'est. Et Dieu sait qu'on m'a culpabilisé. On m'a dit, il faut que tu essayes. J'ai connu différentes addictions. Je peux vous dire que la boulimie alimentaire, je la classe au même rang que la plupart des grosses addictions que sont l'héroïne ou la cocaïne, par exemple. Les psychotropes. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que une addiction, elle crée les conditions de sa propre reproductibilité. Tu saignes tous les jours lorsque tu vas à la selle. Avec mon ami, nous essayons d'avoir un enfant depuis 2 ans sans y arriver. Je n'ai presque pas de règles. Un jour tous les 45 jours. Alors, Gaël, je vais te donner une bonne nouvelle. Je vais te dire vraiment mon ressenti, avec le cœur par rapport à ça. Tu me parles d'avoir un enfant depuis 2 ans alors que tu as un problème de selle et tout, je te dirais, ok, tu as 26 ans, prends ton temps. Moi, si j'étais à ta place, je prendrais vraiment mon temps. Là, actuellement, il y a une situation qui demande à être corrigée. Tu vas comprendre aussi que, comme je l'ai dit dans les vidéos, une mère passe son biote intestinal à son enfant. Or, les problèmes de boulimie sont extrêmement liés à des déséquilibres du biotope intestinal. Donc, si j'étais à ta place, moi je me dirais, je vais attendre 1 an, 2 ans pour me régénérer mon biotope intestinal, régénérer mon corps, retrouver de la force, de l'énergie, parce que qu'est-ce que je vais donner à mon enfant? Vous savez, entre guillemets, faire un enfant, avec toute la prétention que ça a, accueillir un enfant, c'est bien joli, mais c'est une sacrée responsabilité. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner? Il vaut mieux souvent attendre un tout petit peu, attendre vraiment qu'il y ait de l'énergie dans ce corps, qu'il y ait quelque chose de joyeux à apporter à cet enfant, plutôt que avoir un enfant, ça ne rime à rien. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne rime à rien. Je pense que c'est pas une interdiction. Au contraire, ça peut être une sacrée motivation pour aller vers une régénération. Tu as un état inflammatoire des intestins qui est installé. Moi, quand j'entends ça, ce que je comprends, c'est qu'il y a une acidose très marquée. Il y a aussi certainement une flore et une faune de putréfaction, de fermentation, liées aux boulimies. Parce que, contrairement à ce que tu crois, t'as beau te faire vomir, il y a pas mal de produits qui passent à l'intérieur de ton système digestif. Il y en a beaucoup plus que tu crois. Parce qu'il y a de l'assimilation au niveau de la bouche, parce qu'il y a de l'assimilation au niveau de l'œsophage, parce qu'il y a un petit peu de vidange gastrique après l'estomac, et tu as beau te faire vomir, tu ne rejettes pas tout. Je te le dis, tu as beau te faire vomir, tu ne rejettes pas tout. Et donc, il y a énormément de toxines, de produits toxiques qui passent. Je ne sais pas combien tu fais de boulimie. L'enfer, c'est que quand on se fait vomir en plus, eh bien, il y a un phénomène de yo-yo et ça devient permanent parce que finalement, on n'arrête plus. Donc, je vais te dire, ne lutte pas contre les boulimies. Tu ne peux pas lutter contre les boulimies. Tu ne peux pas t'empêcher de lutter contre les boulimies. Tu ne peux pas t'empêcher de faire une crise boulimique quand elle vient. Par contre, favorise vraiment remettre de l'énergie dans ce corps et changer le biotope intestinal. Et c'est ça qui, petit à petit, malgré les crises de boulimie, va faire que chaque fois, tu seras un tout petit peu plus haut en termes d'énergie, en termes de santé de tes intestins. Oh, tu feras une boulimie, peu importe. Ne focalise pas. Oublie-les, elles sont sans importance. Vise ce qui est la régénération. Vise la régénération de tes intestins, telle que je l'ai présentée dans cette vidéo. Elle va vraiment t'aider. Vise les lavements pour renouveler ton biotope intestinal et colonique régulièrement, pour acter les changements alimentaires. Tu comprends? Parce que si tu restes avec l'ancien, les anciennes bactéries, eh bien elles vont réclamer leur ancienne alimentation. Donc, acte vraiment que tu es en train de changer, fais des lavements. Après, quand tu fais une boulimie, ben, tu te fais un lavement juste après, tu te nettoies. Ne t'inquiète pas, tire vers la lumière, garde tes yeux braqués vers la lumière et considère que ces crises de boulimie n'existent même plus. C'est des illusions, elles se passent, ok. Pendant 1 heure, tu as un moment en dehors du monde, ok. Tu le ranges,
tu le ranges. Tu as un moment en dehors du monde, tu le ranges complètement, tu l'oublies complètement. Ça n'a aucune importance. Tu tires vers la lumière. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu marchais vers une direction, et puis tu as des mains qui s'accrochent à tes pieds pour te retenir. Tu les regardes même pas, tu marches, tu marches, tu marches. Tu vois, style Sylvester Stallone, là, tu vois, il est en train, il y a l'ennemi qui le retient de partout, puis je avance quand même. Ben, c'est ça, tu avances quand même, tu t'en fiches. Considère que ces besoins alimentaires, que ces crises de boulimie sont pure illusion. Ce ne sont pas les besoins de ton corps, ce n'est pas vers ce que tu vas, ce n'est pas la régénération vers laquelle tu vas. Continue à tirer tout droit. Et ça, c'est valable pour toutes les questions. Les personnes qui ont des problèmes d'addiction alimentaire, considérez que vous êtes victime d'une population qui attend sa pitance dans vos intestins. En grande partie, vous êtes aussi victime d'une énorme faiblesse d'énergie. Il s'agit de renforcer ça. Et peu importe de, entre guillemets, retomber dans la boulimie, parce que chaque jour qui passe, chaque jour que vous mangez un fruit au lieu de faire une boulimie, eh bien c'est un petit peu d'énergie. Et à un moment, eh bien cette énergie, elle sera suffisante pour que les boulimies, elles soient très loin de vous. Donc il s'agit d'accumuler, accumuler, accumuler. Gardez vos yeux braqués vers la lumière. Gardez vos yeux braqués vers la vérité, vers ce que vous savez être bon pour vous. Et peu importe les obstacles du chemin, ils ne méritent même pas notre considération. Donc vraiment Gaël, moi voilà ce que je t'encourage. Tu as des saignements, la situation est quand même assez avancée. Tu as tous les éléments dans cette vidéo pour trouver tes réponses. Vraiment pour trouver tes réponses. Moi j'attendrai un petit peu pour envisager l'accueil d'un enfant. Mais ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. En quelques mois, tu peux régénérer tout ça. Des jus, voilà ce que je ferai. Du psyllium, balai intestinal, des plantes pour les émonctoires, j'irai à fond. Entre les boulimies, j'irai à fond. Et quand il y a une boulimie, je ne la considère pas. Et juste après, dans les 5 minutes qui suivent, je me fais un lavement et je repars de plus belle. Sans cesse. Je veux dire, ne pas donner une double victoire à l'ennemi. Hein, tu tires vers la lumière, tu as l'ennemi qui te fauche et qui te fait chuter. Peu importe, ne lui donne pas une double victoire. Juste après, tu te relèves et tu continues quand même. Ne le fais pas gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne cultive pas ça. Tu continues. Voilà moi comment je me comporterai. Alors, une dernière question de... J'ai pas ton prénom, mais il y a marqué Spenle. S-P-E-N-L-E. Donc, je ne sais pas si c'est ton nom. Spenle. Bonjour Thierry, j'ai découvert tes vidéos depuis 4 mois et les lignes commencent à bouger pour mon plus grand bonheur, merci. Merci d'en témoigner. Je teste différentes choses pour moi, j'ajuste en fonction des réactions et cette démarche me convient bien. Toutefois, je suis démuni vis-à-vis de mon fils Raphaël qui a 9 ans, qui souffre d'eczéma et de crises d'asthme de plus en plus importantes. À la naissance, allergie au lait puis aux œufs. Sur l'injonction de l'allergologue, réintroduction de ces aliments vers l'âge de 3 ans. L'injonction de l'allergologue, bravo. Les symptômes se sont majorés, mais bien sûr, toujours plus de vasodilatateurs, d'antihistaminiques. Il a la pupille rouge, les yeux cernés, il gonfle et a pris du poids, alors que c'était une allumette. Je lui ai retiré le lait. Mon entourage me réprouve et me dit que je vais le mettre en danger. Il me tanne pour voir le pneumologue, un énième allergologue. De plus, à l'école, il souffre d'une dysgraphie, ce qui l'handicape beaucoup. En bref, beaucoup de souffrance. La santé de mon fils se dégrade, je me sens impuissante, help. Alors là encore, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, je vais t'apporter ma compréhension des choses et voilà, comment j'agirais si j'étais à ta place. À la naissance, allergie au lait puis aux œufs. Ça veut dire que dès la naissance, ton enfant avait finalement un phénomène d'hyperperméabilité installé, puisqu'il avait déjà une réactivité à ce niveau-là. Allergie au lait puis aux œufs. Comme tu le dis toi-même, eh bien, ils ont été réintroduits et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les symptômes se sont majorés. Tu me dis qu'il a des crises d'asthme. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, eh bien, ce sont des spasmes. Ce sont des spasmes du corps pour évacuer, pour cracher à l'extérieur. Ce ne sont que des réactions d'élimination. Pourquoi des réactions d'élimination? Parce qu'il y a une muqueuse intestinale qui est enflammée, qui laisse passer des produits anormaux et que le corps essaye de les faire sortir. Ses yeux sont complètement... il a la pupille rouge, les yeux cernés, ça c'est les reins qui sont complètement saturés. Pourquoi? Parce qu'il y a une surabondance de produits anormaux qui sont en train de passer. Ton fils, il a rien de très grave. Il a juste un filtre intestinal qui n'est pas sélectif comme il devrait l'être.
et il est soumis à des produits qui sont complètement inappropriés à la nutrition humaine. Ce qui fait que, eh bien, il accumule, il s'engorge plus. C'est juste ça. Et que tous ces émonctoires sont saturés, que toutes ces portes de sortie sont saturées, et que finalement, la situation, elle est rien de plus banal que ça. Rien de plus banal qu'un état d'intoxication avancé. Alors, la dysgraphie est directement liée à l'état du système intestinal. Dysgraphie, dyslexie, allez regarder du côté des intestins. Parce que c'est juste des toxines qui passent. On l'a remarqué, je ne peux pas vous expliquer le processus, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'explique pas que ça n'existe pas. C'est juste l'hyperperméabilité intestinale qui amène, je pense, à des neurotoxines à aller agir directement sur la partie de l'hypothalamus qui gère comme ça le repérage spatial. C'est l'hypothèse, je ne sais pas laquelle, et à la limite on s'en moque éperdument, mais ce que l'on voit c'est que le rétablissement de la santé de la muqueuse intestinale permet de voir disparaître la dyslexie et la dysgraphie chez nombre d'enfants, chez un très grand nombre d'enfants, enfin en tout cas pour l'instant tous ceux que j'ai vus, il y avait une énorme amélioration à ce niveau là. Donc là moi je vais te parler de muqueuse intestinale, chaque fois qu'on parle d'allergie, muqueuse intestinale, état de la muqueuse intestinale à restaurer de toute urgence. Donc, il a pris du poids, donc tu vois, il a pris du poids, toxémie, tu connais, tu peux voir la vidéo sur la prise de poids et la perte de poids physiologique, et tu comprendras que quand quelqu'un prend du poids, ça relate un état de toxémie avancé. Tu lui as retiré le lait, pour moi c'est qu'une étape, vu l'état dans lequel il est, pour moi j'irai beaucoup plus fort. L'entourage, c'est bien joli, mais l'entourage, il n'a pas un enfant qui est en train de souffrir, qui est en train de se dégrader. À 9 ans, un enfant, ça a besoin d'aller dehors et de jouer. Et là, l'entourage, ils sont bien gentils, mais tu leur mets des vidéos, et puis s'ils ne comprennent pas, eh bien, tu exerces ton droit de mère. Parce que quand même, tu as quand même une responsabilité sur ton enfant. À ce que je sache, jusqu'à 18 ans, il est sous ta responsabilité. Et c'est toi qui fais des choix. Alors, en choisissant de lui donner du lait, c'est un choix. En choisissant de ne pas lui en donner, c'est un autre choix. Et ce sont des choix idéologiques qui sont basés sur une compréhension. Si ta compréhension, elle va dans le sens de tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, je pense que ton choix, il est fait. Après, il faut légitimement poser tes choix. Et oui, je suis assez outré et choqué par certains messages que je reçois. Je dois te le dire. Et vraiment, tu as tous les éléments, tu as directement tous les éléments pour faire. Arrêtons de considérer que il est allergique à quelque chose, il a juste une membrane intestinale qui est lésée, il s'agit de la restaurer. Alors à 9 ans, c'est vrai qu'il faut voir avec lui, peut-être que les lavements pourraient être appropriés, il faut vraiment voir avec lui, je t'ai dit, c'est un enfant, donc il faut vraiment voir comment ça se passe, il n'y a que toi pour le savoir, toi et lui, peut-être qu'il faut que tu lui expliques, que tu lui dises que tu en fais, je ne vais pas lui montrer, mais tu lui dis que tu en fais toi-même. Vous regardez peut-être des schémas ou des choses comme ça là-dessus, puis tu vois s'il est ouvert à ça, tu peux lui expliquer qu'il va y avoir des améliorations. Par contre, balai intestinal, chlorophylle, psyllium, des jus, modification du régime alimentaire progressivement de manière à pas trop le frustrer, mais déjà, gluten et produits laitiers, bam, on vire. Gluten et produits laitiers, bam, on vire. Là, c'est le minimum. Et favoriser l'expectoration. Il a de l'asthme, il est en train, quand on a des crises d'asthme, on tire pas mal sur le système nerveux autonome, donc il va commencer à être fatigué. Moi je régénérerai au niveau des glandes surrénales, je prendrai le mélange bronches et poumons pour permettre l'expectoration, que ça sorte d'autant plus, parce qu'il demande à sortir par là, que ça sorte d'autant plus. Il a de l'eczéma, ça sort par la peau, donc dirigé vers les reins, tout peut lui donner pas mal de différents mélanges de plantes pour éliminer, en fait éliminer et limiter les apports. C'est juste ça encore. J'espère vraiment que cette vidéo, cette longue vidéo sur les intestins, cette longue série sur les intestins, elle vous aura été vraiment très utile, parce qu'il y a énormément d'informations. Je vous engage vraiment à l'écouter encore, parce que il y a pas mal de petites données qu'il faut vraiment intégrer. Mais quand on comprend que le facteur d'intoxication premier, eh bien, c'est notre alimentation et ce que nous consommons, on comprend directement que l'état de ce filtre qui permet le passage entre le bon et le mauvais, cet état de sélection, eh bien, il est primordial. Et ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement quand il est enflammé, le mauvais passe, entre guillemets le mauvais, l'inapproprié, puisqu'il faut l'appeler comme ça, mais qu'en plus, l'inapproprié crée lui-même les conditions de son propre passage, parce qu'il crée l'inflammation. Et donc c'est cette espèce de cercle vicieux qu'il faut cesser. Il faut cesser simplement par une prise de conscience adulte,
et responsable de choix erronés. C'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité. Par contre, il y a des choix qui sont erronés. Et maintenant, il peut y avoir d'autres choix. À partir du moment où une compréhension est, il peut y avoir d'autres choix. Cette vidéo, j'espère que vous allez la faire tourner, ou alors que vous allez vraiment l'ingurgiter, la digérer, la masticouiller, et la ressortir, la partager au niveau de votre entourage. Il y a des choses à dire, il y a des messages à faire passer, il y a des vérités à faire passer, il y a de la physiologie à comprendre, pour ensuite orienter sa démarche. Mais pouvoir orienter sa démarche en pleine conscience et en pleine compréhension. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Que des états comme ça dans lesquels finalement on a énormément de symptômes mélangés et on ne sait plus du tout quoi faire, et bien pour que ces états, nous ayons un nouvel éclairement, une nouvelle compréhension, que nous dirigions vraiment vers une civilisation du fruit, parce que le fruit est l'aliment physiologique de l'être humain, et il n'y en a pas d'autre. Le fruit est l'aliment physiologique de l'être humain. Les légumes aussi apportent leur bienfait, ils jouent un rôle, mais le fruit est l'élément physiologique de l'être humain, qu'on le veuille ou non, et nous sommes une civilisation qui s'est détournée du fruit. Alors il est temps de revenir aux fruits, de revenir humblement aux fruits, de les planter, de les valoriser, de les consommer, et de les offrir, nos fruits, de les offrir. Donc on prend, on se régénère, on comprend, et on offre. C'est ce mouvement ininterrompu, c'est ce beau mouvement que je vois magnifique autour de moi. Là je prends la route, là je pars pour Montpellier, et je suis certain qu'aujourd'hui on va goûter des fruits généreux et succulents.